Avant de commencer la vidéo, laissez un commentaire ci-dessous en disant n'importe quoi pour que nous sachions que vous êtes là. Et sans plus attendre, passons directement à la vidéo. Nous commençons par suivre Keita, un élève ordinaire qui n'a rien de spécial à faire. Très tôt, sa sœur aînée Kani se précipite au travail et lui dit de prendre un bon petit déjeuner pour ne pas être en retard à l'école. Peu après, il apprend que Kani a raté son train. Et, alors qu'il sort prendre l'air, Keita apprend d'un voisin qu'un habitant de l'immeuble a été renversé par une voiture. Malgré son inquiétude, le voisin lui propose même d'aller manger chez lui de temps en temps. Keita acquiesce et dit qu'il viendra un autre jour. Pour Keita, être trop gentil était trop de travail, et il pensait qu'entretenir trop de liens ne faisait que compliquer les choses et entraver sa vie personnelle. Plus tard, il croise Rissa, une camarade de classe, qui est soulagée de voir que Keita est également en retard, car elle ne veut pas être la seule à être sermonnée par le professeur. Rissa lui dit qu'elle a gagné un prix, et Keita pense qu'elle va l'appeler pour en profiter ensemble, mais elle lui dit qu'elle a invité quelqu'un d'autre, et qu'elle l'appellera peut-être une autre fois. Cela n'a pas trop dérangé Keita, puisqu'il n'avait pas l'intention d'y aller de toute façon, et lorsqu'ils sont arrivés dans la salle de classe, le professeur n'a même pas remarqué qu'ils étaient en retard. Ensuite, Rissa a invité un autre collègue à l'accompagner au concert grâce au billet qu'elle avait gagné. Pendant ce temps, Keita reçoit une invitation à aller au karaoké avec quelques-uns de ses amis. Il a réfléchi à l'idée, mais l'a refusée en disant qu'il était occupé cet après-midi-là. Mais cette excuse n'était qu'une autre façon polie pour lui d'éviter des événements sociaux qui, selon lui, n'apportaient rien à sa vie. Peu après, il s'est arrêté au Philippe Ram pour acheter quelque chose à grignoter et, alors qu'il feuilletait un livre dans un magasin, une voisine plus jeune est apparue. Elle a pensé qu'il était libre et a essayé de l'inviter à manger chez elle, mais Keita a inventé une excuse et a refusé à nouveau. Plus tard, il a enfourché son vélo et s'est rendu dans une zone interdite. Il a emprunté une route en construction pour admirer le coucher du soleil. Le soir, en passant devant une gare, il a vu une femme qui ressemblait beaucoup à celle qui avait été écrasée dans l'immeuble le matin. Pendant ce temps, Rissa profitait de son concert et un ami lui a dit qu'il y avait une fille identique à elle. Rissa commença à réfléchir à cette histoire de double et se demanda si elle pouvait être réelle. Keita essaie de suivre la femme qu'il a vue à la gare, mais il se souvient d'une chose qui est arrivée à sa mère il y a des années. Elle aussi avait vu une personne identique à elle et était morte dans un accident peu de temps après. Le lendemain, alors qu'il se rendait à l'école, Keita a dit à Rissa qu'il avait vu sa propre copie et l'a averti de faire attention. Elle pensait qu'il croyait à la légende, mais il voulait simplement qu'elle fasse plus attention. Plus tard dans la soirée, Keita retourna à la gare, espérant rencontrer à nouveau la femme de la veille. Après avoir attendu un moment, il décida de dîner et commanda un bol de nouilles. Pendant qu'il mangeait, une fille est apparue soudainement, voulant elle aussi un bol, mais elle n'avait pas d'argent. Keita lui a offert le sien et le propriétaire du magasin a proposé de lui donner un autre bol, mais Keita a refusé, disant que son père lui enverrait bientôt l'argent. Au cours de la conversation, Keita lui raconte que sa mère est morte dans un accident, ce qui, selon lui, a un rapport avec les histoires du double. Il dit que chaque personne a 3 versions d'elle-même dans le monde, et que, si elles se rencontrent, la version la plus faible mourra. La jeune fille expliqua alors que cette idée de double n'était que l'imagination des humains, et que la vérité était que la Terre créait une personne en 3 versions différentes, chacune avec un destin unique, et que si ces versions se rencontraient, celle avec le destin le plus faible finirait par être absorbée par les autres. Soudain, un homme s'est approché et a frappé la jeune fille à la tête avec un gourdin, et elle a été jetée. Le propriétaire du magasin a essayé de l'aider, mais il a été repoussé violemment, et Keita a pris une chaise et a essayé de l'attaquer, mais il a également été jeté de côté. La fille s'est levée, disant que personne ne lui avait jamais offert de nourriture auparavant. Puis elle a bloqué l'attaque de l'homme, et les deux ont entamé une lutte acharnée. Cependant, elle a été projetée contre une voiture, et il a essayé de l'étrangler avec un bâton, mais elle a résisté et a fini par le frapper violemment sur la vitre. Comme il devait la capturer vivante, elle a profité de l'espace pour le repousser d'un coup de pied, a réussi à s'enfuir et, après avoir analysé ses mouvements, a commencé à riposter en lui assénant une série de coups de poing tranchants. Elle le repoussa d'un puissant coup de poing et maintint la pression, le frappant sans relâche, et peu après avoir appliqué un lourd enchaînement d'attaques, elle l'acheva d'un coup de poing droit au visage, mettant fin au combat. Elle se tourna vers Keita et s'excusa de l'avoir impliqué dans cette histoire, puis révéla qu'elle était Kuro, une entité divine. Immédiatement après, elle est partie en disant que sa véritable cible était son frère. La police arrive peu après, mais l'agresseur à la batte s'est déjà enfui. De retour à la maison, Akane appela Keita pour le dîner, et il pensait que, parce qu'elle était une amie d'enfance, elle n'avait pas besoin de s'inquiéter autant pour lui. Mais Akane savait que, si elle ne préparait pas les repas, il finirait par mal manger. Elle comprenait aussi que Keita s'éloignait des gens parce qu'il avait peur de faire souffrir les autres, comme il croyait que c'était arrivé à sa mère. Peu après, il a appris que la
la famille de Risa était décédée dans un accident. Le lendemain, en arrivant à l'école, il a confirmé à Risa que ses parents étaient bel et bien morts, ce qui l'a profondément ébranlé et l'a fait sortir de la salle en courant. Accablé par une immense tristesse, il s'est rendu sur une route en construction pour évacuer son chagrin en criant. Plus tard dans la journée, il a croisé sa voisine qui lui a dit qu'elle avait croisé une personne identique à lui ce matin-là. Peu après, elle a traversé la route et a été renversée par un camion. Et Keita a été très effrayée par la façon dont elle était morte. Peu après, Kuro apparaît soudainement, disant que la petite fille n'était pas une rotte et expliquant rapidement ce qu'est une rotte. Il existe 3 versions identiques d'une même personne, et si l'une de ces versions parvient à absorber l'énergie des 2 autres qui meurent, elle deviendra une rotte, héritant de la chance et de l'énergie des 2 autres. Mais allant de l'avant, Keita demande à Kuro ce qu'elle entend par là, et après qu'il ait été distrait, Kuro disparaît de nulle part. Dans la scène suivante, nous voyons l'homme recevoir une violente punition de son supérieur avec une matraque pour avoir échoué à empêcher l'évasion de Kuro. Le chef le frappe à plusieurs reprises, puis ordonne à ses subordonnés de se séparer pour traquer Kuro. Il a précisé qu'il ne permettrait à Kuro de retrouver son frère qu'après qu'elle ait complètement absorbé ses pouvoirs. Keita assiste ensuite à la veillée funèbre de son voisin et rentre chez lui le cœur lourd. Akane ne peut qu'espérer qu'il ira mieux avec le temps. Et pendant ce temps, le groupe responsable de la poursuite commence à se séparer à la recherche de Kuro. À l'école, Keita est distrait et n'arrive pas à se concentrer sur ses cours. Son professeur remarque que son comportement est très étrange et lui demande si tout va bien, pensant qu'il est encore secoué par ce qui est arrivé à Risa. L'enseignant a essayé de l'encourager à parler s'il voulait s'ouvrir. Il l'a même interrogé sur le concept de double, mais sa réaction sceptique a poussé Keita à abandonner le sujet. Plus tard, en rentrant chez lui, Keita vit que les lumières étaient allumées et imagina qu'Akane était déjà là. Cependant, en entrant, il tombe sur Kuro. Curieux, il lui demande ce qu'elle fait là, et elle lui répond qu'elle a faim et que le chien a reconnu son odeur, ce qui lui permet d'entrer. Peu de temps après, Akane l'a officiellement invitée à rester. Et quand Akane est rentrée chez elle, elle a expliqué qu'elle avait laissé entrer Kuro parce qu'elle semblait connaître Keita, puisqu'elle avait mentionné quelque chose à propos de manger des nouilles ensemble auparavant. Malgré cela, Keita a pris ses distances avec Kuro, lui faisant comprendre qu'il ne voulait pas s'impliquer, et elle a respecté sa décision et est partie. Il demanda également à Akane de rentrer à la maison, puisqu'elle avait pris son repas, et Akane partit. Peu de temps après, Keita se rendit compte qu'elle avait oublié quelque chose, et décida de le ramener à la maison. En marchant, il trouva Kuro dans une aire de jeu, et lui offrit de la nourriture. Il en profita pour lui demander ce qu'elle était vraiment, et elle lui expliqua que sa mission était de maintenir l'équilibre dans le monde. Chaque âme possède une source d'énergie, et les 3 doubles associés à cette âme ont des niveaux d'énergie différents. Lorsque l'un d'entre eux est absorbé, le gagnant hérite de l'énergie du perdant. Et si quelqu'un combine l'énergie des 2 partenaires, il atteint un pouvoir immense. Keita a aussi des copies éparpillées, mais il n'en a encore trouvé aucune, et c'est ainsi que ce monde fonctionne naturellement. Il doit l'accepter. Après avoir mangé, Kuro décida de partir pour ne pas déranger davantage Keita, mais le groupe qui la chassait apparut et les encercla. Elle reconnut qu'il faisait partie d'une ancienne tribu. Le chef déclara qu'il avait déjà affronté 4 gardiens de l'équilibre comme elle, et que son plan était d'accumuler encore plus de pouvoir en absorbant des individus comme elle. Il envoya alors ses hommes en avant, mais Kuro les neutralisa rapidement. Il lança tout de même un coup invisible qu'elle ne put esquiver à temps. Après quoi, il enchaîna plusieurs attaques consécutives. Il mentionna que cette capacité était le résultat de la puissance absorbée par 4 gardiens comme elle. Et alors qu'il s'apprêtait à consommer l'énergie de Kuro, Keita l'interrompit en appelant la police. L'ennemi a alors lâché son téléphone portable et a frappé Keita au cœur d'un coup direct. Pensant que Keita allait mourir, il a reculé tranquillement, mais a recommencé à agir brutalement. Kuro a alors réagi en donnant un coup de poing à son ennemi, en ramassant Keita et en s'éloignant. Elle savait qu'il n'y avait pas d'autre issue que la fuite, et elle traça un cercle magique pour lui sauver la vie. Lorsque l'ennemi arriva, il se rendit compte que Kuro avait signé un contrat avec Keita. Kuro alla alors l'affronter de face. Elle comprenait maintenant ses mouvements et s'approcha suffisamment pour le frapper. Mais son adversaire se rendit compte que le contrat l'avait affaibli et utilisa son fouet de vent pour la piéger. Il la jeta ensuite au sol, mais elle canalisa encore l'électricité d'un câble cassé à proximité et l'électrocuta. D'une manière ou d'une autre, Keita réussit à lui transmettre l'énergie, ce qui lui permit de porter un coup puissant contre le poteau. Keita finit par s'évanouir, et le cours de sa vie changea radicalement après cet événement. Le lendemain matin, il se réveilla chez lui et remarqua du sang sur ses vêtements, réalisant que tout cela était bien réel. Il se rendit dans le salon et y trouva Kuro,
qui lui expliqua que leur cœur avait une compatibilité très élevée et que c'était pour cette raison qu'il ne devait pas s'éloigner d'elle pendant les prochains jours, sinon son cœur risquait de se nécroser. Elle lui avait transféré son propre cœur et gardé le sien dans son corps pour le guérir, et ils devaient rester proches jusqu'à ce qu'ils se soient complètement adaptés à leur nouveau cœur. Kuro lui raconta tout, expliquant le contrat avec Keita et comment le lien entre les deux augmenterait leur pouvoir. Elle mentionne ensuite que les deux ont échangé leur cœur, montrant à Akane la cicatrice sur le corps de Keita, et sa sœur est choquée. Kuro a plaisanté en disant qu'elle lui avait sauvé la vie, et Keita s'est mise en colère, rejetant toute la responsabilité sur Kuro, disant que tout avait commencé à cause d'elle. Il s'est isolé dans sa chambre, et Kuro était visiblement ébranlée par tout ce qu'elle avait entendu. Pendant ce temps, l'organisation à l'origine des attaques contre Kuro menait des expériences cruelles et inhumaines. Ce personnage aux cheveux gris était précisément la personne que Kuro voulait utiliser pour achever son propre frère. Plus tard, Keita reçut un appel de son professeur, qui voulait savoir s'il allait bien, car il avait entendu des rumeurs selon lesquelles son élève avait été impliqué dans une bagarre. Keita lui assure que tout va bien, et le professeur lui propose même de lui payer un repas, pensant qu'il est seul. Keita lui explique qu'Akane est avec lui, qu'il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Et peu après, Kuro sort du bain et va voir Akane pour la remercier de l'avoir laissé utiliser la salle de bain de sa maison. Sa sœur a ensuite emmené Kuro se changer, tandis que Keita est allé se reposer un peu. Kuro fit remarquer à Akane qu'il voulait rester près de Keita pour atteindre une plus grande harmonie, car s'il n'y parvenait pas, ses pouvoirs pourraient disparaître complètement. Plus tard dans la journée, Akane décide d'emmener Keita et Kuro dans les magasins, car elle veut acheter de nouveaux vêtements pour Kuro, et Keita doit l'accompagner à cause de son état de santé. Ils ont essayé plusieurs tenues, et tout allait très bien à Kuro, alors ils ont décidé de tout prendre. La tournée ne tarda pas à se terminer, et ils rentrèrent tous les trois à la maison. Tôt le lendemain matin, Keita se rendit à l'école et demanda à Kuro de rester à la maison et de ne pas sortir, promettant de revenir le soir. Cependant, au cours de la journée, deux individus qui chassaient à Kuro ont fini par trouver la maison de Keita, dans le but de la capturer. Kuro tenta de réagir, mais fut rapidement maîtrisé par les deux hommes. Sachant qu'elle avait perdu la plupart de ses capacités, ils ont commencé à la battre brutalement. À l'école, Keita ressent une douleur étrange, venue de nulle part, qui lui fait penser que quelque chose ne va pas. Pendant ce temps, Kuro a profité d'un moment de distraction pour attraper l'écharpe de Keita et sauter du balcon, le long d'un poteau électrique. Keita s'apprête à quitter l'école, mais il est appelé par son professeur, qui prétend maintenant croire tout ce qu'il lui a dit sur les doubles. Kuro a utilisé le mouchoir de Keita pour que son chien le sente et l'aide à le retrouver. Le professeur en vint à croire les paroles de Keita et voulut qu'il l'aide à construire un nouveau modèle de société. Mais Kuro arrive en courant et demande à Keita de l'aider à affronter le danger. C'est alors qu'elle se rend compte que le professeur est en fait l'un de ses poursuivants. Le professeur a alors révélé qui il était vraiment et a décidé de les garder toutes les deux piégées jusqu'à l'arrivée des autres alliés. Il s'en prend alors à Kuro qui, encore dépourvue de ses pouvoirs, se laisse facilement capturer. Elle réussit même à se libérer grâce à un coup de coude bien placé et un échange de coups intense s'engagea alors entre les deux. Mais Kuro finit par prendre le pire et fut éjecté de la salle d'un seul coup de poing. Voyant que le professeur frappait Kuro sans arrêt, Keita s'est emparé d'un extincteur pour l'aider. Lorsque le professeur lui a couru après, il l'a aspergé au visage et a voulu aider Kuro à s'enfuir. Mais le professeur a été plus rapide et leur a bloqué le chemin, et Kuro voulait que Keita se batte à ses côtés. Malgré tout, elle a couru pour que Keita ne soit pas la cible de la violence. Mais lorsqu'elle a essayé de se défendre, le professeur lui a donné un coup de pied, et Keita lui a désespérément demandé d'arrêter. Le professeur a alors dit qu'il était vraiment désolé, car il avait espéré que Keita devienne quelqu'un d'extraordinaire en absorbant les pouvoirs des jumeaux. Selon lui, Keita avait un potentiel bien plus grand que Risa, et c'est à ce moment-là que Keita a compris que le professeur était responsable de l'accident. Tout cela pour que Risa transmette son pouvoir à sa sœur, dans le but de générer davantage d'individus de haut niveau. C'est alors que Keita décide d'éliminer le professeur pour éviter que d'autres tragédies comme celle de Risa ne se produisent. À partir de ce moment-là, Kuro et Keita se sont vraiment rapprochés, et Kuro est passée à l'action. Elle s'est lancée à corps perdu dans un uppercut au menton du professeur, puis l'a envoyé voler hors du bâtiment d'un coup de poing droit. Saisissant l'occasion, ils s'enfuirent tous les deux, et Keita sut qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Il se demandait si ce monde ne permettait de survivre qu'en se battant. Pendant ce temps, Kana était au travail lorsqu'elle reçut un appel urgent de Keita, mais elle ne pouvait pas partir parce qu'elle était encore en service. Pendant son service, un homme s'est soudainement approché d'elle pour lui demander de l'aide. Il lui a pris la main et elle n'a pas su comment réagir, pensant qu'il s'agissait d'un étranger. Heureusement, une jeune fille est apparue
et à éloigner l'homme. Lorsqu'ils sortirent tous les deux de là, il était clair qu'ils n'étaient pas des gens ordinaires, car ils pouvaient voir la forte énergie à l'intérieur d'Akan. Ils se rendirent également compte que l'énergie tutélaire qu'ils avaient ressentie il y a quelques jours diminuait considérablement, apparemment à cause d'un contrat. Curieusement, Akan avait une aura très similaire à celle d'un gardien. Et à ce moment-là, lorsqu'ils virent Akan s'éloigner, ils décidèrent de la suivre discrètement. Pendant ce temps, Keita et Akuro décidèrent de faire une pause dans un restaurant, et comme Akuro était indécis sur ce qu'il devait commander, Keita lui suggéra de choisir quelque chose, juste pour éviter de perdre du temps. Plus tard, Keita discute avec Akane, lui racontant tout ce qui s'est passé, et elle lui demande pourquoi il n'est pas allé voir les autorités. Mais il ne pensait pas que la police serait capable de s'occuper de l'affaire. Akuro ne faisait pas non plus confiance à la police, non seulement parce qu'il y avait des ennemis parmi eux, mais aussi parce qu'un jour, elle a été poursuivie par la police, simplement parce qu'elle avait ramassé des bananes dans un étalage au bord de la route. Comme il s'agissait d'un vol, elle a été arrêtée, mise derrière les barreaux, a eu l'idée géniale de faire un trou dans le mur pour s'échapper, et à partir de ce moment-là, elle a vu la police comme quelque chose de mauvais et d'indigne de confiance. Peu après, Akuro a demandé à Akane s'il pouvait commander une glace et a été ravi d'apprendre que les deux frères étaient des gens bien. Akane pense que si Keita avait pu tout expliquer, il aurait peut-être même pu obtenir l'aide de la police, mais lui-même ne croit pas vraiment à cette possibilité. Akuro finit par révéler que tous les événements étranges de la ville sont liés à son frère, et quand elle dit qu'elle va le confronter, elle le pense vraiment. Elle était sûre qu'il était derrière tout, qu'il contrôlait toute la ville, mais elle croyait qu'avec le pouvoir de leur union avec Keita, il pouvait battre n'importe qui. Seulement, Keita ne voulait plus qu'elle décide de tout pour lui, et disait qu'il ne voulait plus s'en mêler, car elle ne faisait que se mettre en danger à chaque fois. Et maintenant, il ne pouvait même plus rentrer chez lui en paix. Quand il a vu que les gens regardaient, il s'est assis et s'est tu. Les deux personnes qui poursuivaient Akan finirent par découvrir qui était le gardien qu'ils avaient senti auparavant et décidèrent pour l'instant de laisser Akuro tranquille sans agir. Au même moment, Ryo, le frère d'Akuro, reprit le professeur et lui demanda s'il avait des informations utiles pour ne pas se faire tuer. Le professeur a répondu que la personne qu'il avait vue était Akuro, et Ryo a donc décidé d'épargner sa vie. Mais en réalité, ce n'est pas pour cela que Ryo lui a pardonné, mais parce que ce professeur avait déjà vaincu son frère jumeau, ce qui montrait qu'il pouvait encore servir à quelque chose. Malgré cela, Ryo a prévu de l'utiliser comme cobaye pour des tests. Ensuite, nous rencontrons Daichi, un personnage qui travaille pour une société prestigieuse, mais dont la mission est de localiser les sosies de personnes influentes, sur ordre de la présidente Yuki. Elle a demandé à Daichi de trouver rapidement les doppelgangers dont elle avait besoin. Assis à son bureau, Daichi trouve des informations sur le groupe de Keita, et il semble qu'il ait déjà une idée de leur identité. Ce soir-là, le groupe de Keita est parti, et après avoir payé tous les repas d'Akuro, Keita a remarqué que Kuraki avait été sur les lieux toute la journée. Il a donc réalisé qu'ils étaient surveillés et a entraîné Akane à s'enfuir avec lui. Ils sortent tous les trois par l'arrière du restaurant et tentent de sortir par une ruelle, mais ils sont encerclés par un groupe de motards. Ils travaillaient pour Ryo, qui n'était là que pour capturer Akuro, tandis que les deux autres pouvaient faire ce qu'ils voulaient d'eux. Les motards avancèrent sur eux, forçant Akuro à se mêler à la mêlée, mais l'un des voyous utilisa sa capacité pour la plaquer au sol et lui asséna un coup. Keita tenta d'activer un contrat pour libérer le pouvoir d'Akuro, mais Akane finit par se laisser distancer. L'homme qui suivait le groupe accourut pour la sauver, après quoi il menaça ses ennemis, disant que s'il ne partait pas, il s'occuperait lui-même de tout le monde sans hésiter. Comme ils insistaient, il s'est approché et a fait tomber tout le monde de sa moto. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont décidé de battre en retraite. Ils réalisèrent que Keita avait compris qu'ils n'étaient pas des gens normaux. Et Akuro remarqua également qu'ils formaient un duo, gardien et partenaire de contrat. Akane les reconnut et s'apprêta à les remercier. Mais Keita l'arrêta. Il savait que ces deux personnes surveillaient Akan dans le seul but de les atteindre, Akuro et lui. Lorsque l'homme tenta de s'approcher de Keita, il réagit et l'avertit qu'il ne les laisserait pas impliquer sa sœur, juste pour servir leurs propres intérêts. Les deux étrangers se sont sentis provoqués et lui ont demandé s'il avait le courage de se battre. Akuro décida alors d'entrer dans la mêlée et fonça sur son adversaire. Dès le premier coup, son ennemi lui saisit le bras et l'oblige à reculer. Akuro enchaîna alors plusieurs attaques rapides, mais finit par recevoir un coup de pied en arrière, mais elle bloqua tout de même le coup et répliqua par un crochet. Mais son adversaire esquiva et reconnut qu'elle était vraiment forte. Mais même ainsi, il déclara qu'il n'allait pas utiliser le mode unifié et lança un coup de pied. Bien qu'Akuro ait essayé d'esquiver, elle fut légèrement touchée au visage et maintenant il mettait tout en œuvre pour faire pression sur elle.
L'autre fille se tourna vers Keita et lui demanda pourquoi il n'activait pas l'unification. Et lorsqu'il vit Akuro se faire jeter au sol de la sorte, il se demanda pourquoi elle avait passé un contrat avec quelqu'un comme Keita. Keita finit par comprendre qu'Akuro essayait toujours de le protéger et il lui transféra son esprit combatif, lui permettant de se défendre. Il lui demanda si le fait de se battre ensemble leur donnerait une chance de gagner, mais Akuro n'en était toujours pas sûr. Néanmoins, les deux se synchronisèrent et Akuro devint incroyablement plus rapide, dominant son ennemi avec facilité et peu après, elle lança un puissant coup de poing autour des flammes et explosa son adversaire. La jeune fille leur expliqua qu'il s'agissait d'une technique spéciale appelée Exceed, comme celle de Nero dans Devil May Cry. Contrairement à celle que les motards avaient utilisée auparavant, leur version était bien inférieure, alors que les vrais gardiens, comme eux, maîtrisaient la forme originale. Ce type de technique apparaît lorsque le gardien reçoit de l'énergie directement de son partenaire de contrat, et Akuro tenta de mettre fin au combat rapidement et se précipita pour lancer un autre Exceed. Mais la jeune fille répondit avec sa propre capacité, invoquant un bouclier qui dévia l'attaque d'Akuro. Keita était déjà épuisé et n'avait plus d'énergie, mais ses ennemis ne montraient aucune compassion. L'homme invoqua plusieurs clones et commença à attaquer Akuro sans relâche. Elle et Keita furent tous deux touchés et se retrouvèrent au sol jusqu'à ce que l'affrontement cesse. Ils expliquèrent qu'ils voulaient juste parler et que le combat était une façon de se défendre contre l'agressivité de Keita, après quoi ils retournèrent tous à l'appartement de Keita pour parler plus calmement. Ils lui révélèrent alors qu'ils faisaient partie de l'Alliance européenne des gardiens et lui expliquèrent qu'ils étaient venus au Japon pour enquêter sur une perturbation énergétique qui s'était produite récemment. Et au milieu de tout cela, ils ont trouvé des indices liés à Akane, réalisant qu'elle avait une énergie différente de la norme humaine. La cause possible de ce phénomène pourrait être le contrat prolongé avec un gardien, et Keita voulait savoir quand ces anomalies avaient commencé à apparaître au Japon. Après quelques recherches, ils ont découvert que tout avait commencé il y a environ 8 ans, et que le seul indice concret était une photographie. Au même moment, Ryo contacte quelqu'un qui se plaint de l'incompétence de ses subordonnés et leur demande de régler la situation à sa place. Le groupe de Keita a vu que la photo représentait sa mère et qu'elle avait été prise dans sa ville natale. Il ne savait toujours pas s'il s'agissait vraiment de sa mère ou d'une personne qui lui ressemblait beaucoup. Mais la photo avait été prise 6 mois avant sa mort, ce qui la rendait d'autant plus mystérieuse. L'Alliance cherche toujours à savoir qui est responsable de ces événements anormaux. Comme il se faisait tard, les deux membres de l'Alliance décidèrent de rentrer chez eux. Keita demanda ce qu'il devait faire s'il était à nouveau attaqué, et ils lui dirent de se détendre car maintenant, il pouvait se battre aux côtés de Kuro. Ils étaient accompagnés de sa sœur, Akane, et lui donnèrent le numéro à contacter en cas d'urgence. Plus tard, les deux représentants de l'Alliance décidèrent de continuer à enquêter et d'attendre de nouvelles informations avant d'agir à nouveau. Kuro décida de se rendre dans la ville où était née la mère de Keita pour suivre une piste, car son frère était à la recherche du gardien qui apparaissait sur cette image. Elle voulait aussi mieux comprendre ce qui était arrivé à sa mère, et Keita lui demanda si elle savait comment s'y rendre, car il devrait traverser la mer, et il pensa à nager, mais décida finalement de l'accompagner, car il ne voulait pas inquiéter Akane encore plus. Ensuite, Keita est allé prendre un bain, réfléchissant aux événements qui s'enchaînaient si rapidement. Pendant ce temps, nous rencontrons un nouveau personnage, une jeune fille rousse qui travaille pour Ryo, en échange de médicaments pour maintenir en vie son mari en phase terminale. Ryo lui a ordonné de ramener Keita, mais en douceur, et pendant ce temps, Keita et Kuro cherchaient un moyen d'acheter des billets pour Okinawa, la ville où sa mère est née, et Keita a décidé de retourner à son ancienne maison pour trouver de l'argent. Il demande à Kuro de ne rien dire à Akane à propos du voyage, car il ne veut pas l'inquiéter davantage. En sortant de l'appartement, il fut surpris par la jeune fille aux cheveux roux. Elle se présenta comme Mikami, une gardienne, et lui révéla que sa mission était de capturer Kuro, et que si Keita lui remettait Kuro, elle le laisserait tranquille. Mais bien sûr, il refusa et essaya de s'enfuir, et elle l'attrapa soudainement. Mais à ce moment-là, elle réalisa quelque chose. Kuro a senti que Keita était en danger et a couru hors de l'appartement, tombant finalement sur Akane. Et peu de temps après, Keita a appelé sa sœur, disant qu'il voulait voir Kuro. Mikami demande à Kuro de se rendre à un endroit précis si elle veut retrouver Keita, car elle sait désormais qu'il est entre ses mains. Pendant ce temps, les deux représentants de l'Alliance découvrent la cachette des hommes de main de Ryo et, après avoir confirmé que l'information était correcte, demandent au personnel de se rendre à cet endroit. Ryo avait rendez-vous avec Daichi et son supérieur, Henshin. Ils préparaient un plan pour que leur race domine le monde, surpassant même les gardiens.
Pendant ce temps, les gardiens finalisaient une mission dans la cachette où se cachaient les subordonnés de Ryo. Ils y ont trouvé une pièce où s'entassaient les corps des gardiens, vidés de leur énergie. Ils ont également découvert l'endroit où Ryo absorbait l'énergie des autres gardiens. Il utilisait une pierre spéciale, volée sur la terre sacrée des gardiens eux-mêmes. Mikami emmena Keita chez elle pour discuter. Et elle se demanda pourquoi Kuro avait choisi Keita comme partenaire de contrat, puisqu'il était un vaisseau fragile qui avait risqué sa vie lorsqu'il avait rencontré son double. En effet, son corps n'avait que très peu d'énergie vitale, et signer un contrat avec quelqu'un comme lui pouvait avoir des conséquences dangereuses. Mais avant de pouvoir s'expliquer plus en détail, elle devait aller prendre des nouvelles de son mari. Pendant ce temps, Kuro avait repéré l'endroit et décidé d'y entrer seul, promettant à Akane de faire sortir Keita sain et sauf et de partir tous ensemble à Okinawa. Mikami sent que Kuro est arrivé et prévient son mari que les choses risquent de dégénérer à l'extérieur. C'est alors que l'on apprend pourquoi son mari ne s'est jamais rétabli. Il n'avait jamais pris les médicaments que Mikami lui avait apportés. Kuro était soulagé que Keita aille bien, mais indigné que Mikami ne lui ait pas dit qu'il était un jumeau faible. Elle lui dit qu'elle ne voulait rien dire, parce qu'elle ne pensait pas qu'à eux deux, il pourrait refaire la différence. D'un autre côté, Mikami pensait que passer un contrat avec un jumeau faible était une erreur, car ce type de personne n'a pas assez d'énergie pour exécuter des techniques plus puissantes, et forcer quelqu'un comme ça à se battre ne le conduirait qu'à vieillir et à mourir petit à petit. C'est alors que le mari de Mikami s'avança et lui dit qu'il en était lui-même un exemple. Il avait signé un contrat avec elle, tout en sachant qu'il était un jumeau faible. Et bien qu'il n'ait que 30 ans, son corps avait déjà beaucoup vieilli. Mikami était attristée de voir que Keita et Kuro ne se faisaient plus confiance comme avant. Elle pensait que Kuro avait conclu un contrat avec Keita uniquement par intérêt, en se servant de lui comme d'un outil. C'est pourquoi elle a pris la décision d'éliminer Kuro et de libérer Keita de cette relation. Le partenaire de Mikami a révélé qu'il n'avait passé le contrat que parce qu'il voulait être à ses côtés au combat. Il pensait qu'il finirait par mourir pendant le combat. Mais maintenant, Mikami hésitait à utiliser ses pouvoirs. Il interrogea Keita. Voulait-il vraiment que Kuro meure? Parce qu'il ne se battait pas à ses côtés, et après avoir vu tant de pertes et de morts, Keita se réveilla enfin à la réalité et décida de faire confiance à Kuro une fois pour toutes et de lui transmettre son énergie. Mikami décida alors d'écouter son mari et utilisa à nouveau l'unification pour combattre ensemble. Elle courut vers Kuro et la repoussa, ce qui déclencha l'affrontement. Les deux camps se rendirent compte qu'ils ne pouvaient pas prolonger le combat trop longtemps, car cela mettrait leurs partenaires en danger. Mais lorsque Mikami fit tomber Kuro pour lui asséner une série de coups, son contractant était déjà à la limite de sa force vitale, et Kuro attendait le bon moment pour lancer un seul coup décisif. Elle continua donc à bloquer les attaques, et lorsque Mikami leva les deux mains, Kuro en profita pour envoyer une attaque exide et contre-attaquer. Malgré cela, Mikami ne tomba pas et parvint tout de même à porter un coup qui assomma Kuro. Mais dans le processus, le partenaire de Mikami a aussi complètement épuisé son énergie vitale et a fini par mourir. Avant de partir, il lui demanda de ne pas en vouloir à Keita ni à Kuro, car il lui avait donné la chance de se battre une dernière fois à ses côtés. Le lendemain, le groupe de Keita rentre chez lui, et Kuro est très heureux qu'Akane puisse les accompagner à Okinawa. Keita, quant à lui, était encore un peu incertain, car il se rendait compte que se battre signifiait risquer sa vie. Pendant ce temps, Ryo retourne à sa cachette et constate avec stupeur que tout a été pillé, même sa pierre précieuse a été prise. Furieux, il envoie ses hommes à la recherche des coupables et déclare qu'ils rendent une visite personnelle à Kuro. Personne d'autre que lui ne peut le déformer. Et le lendemain matin, alors que le groupe de Keita s'apprête à partir, ils croisent un couple poursuivi par deux laquais de Ryo. Les trois décident de suivre la scène pour comprendre ce qui se passe, et après un moment de poursuite, la fille trébuche, et le garçon décide de s'arrêter et d'affronter ses ennemis. Kuro pensa qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir, car le garçon semblait faire le travail. Il fonça sur l'un d'eux, lui donnant un coup de pied dans la bouche et un coup de coude à l'autre, et lorsqu'ils essayèrent de le retenir, il sauta en arrière et frappa l'un d'eux au visage, puis sauta pour frapper l'autre. La fille s'est alors plainte qu'il aurait dû affronter tout le monde dès le début, et Kuro a appelé le garçon, qui s'appelait Yakumo, et qui a reconnu Kuro comme étant la princesse sur le champ et s'est précipité vers elle immédiatement. Elle était en effet la princesse de la tribu, et Yakumo la cherchait depuis longtemps. La fille était Ryona, qui avait absorbé toute l'énergie de ses copies.
Elle avait été kidnappée par la plus grande entreprise de la ville, qui gérait des magasins et des marchés en surface, mais qui, en coulisses, créait des humains modifiés comme elle. Malgré la promesse d'une vie pleine de luxe et de tout ce qu'il y a de mieux, Riona a décidé de s'enfuir parce qu'elle ne supportait plus d'être utilisée chaque jour comme cobaye dans des expériences. Au cours de sa fuite, elle a été accidentellement sauvée par Yakumo, qui l'a alors engagée. Ce qui rendait Yakumo si puissant, c'est qu'il était le meilleur disciple de Yu. Keita était intrigué par la raison pour laquelle la corporation voulait créer des humains aussi avancés, mais il n'avait aucune idée de l'objectif réel. Tout ce qu'il savait, c'est qu'ils avaient envoyé plusieurs de ces humains modifiés à Okinawa pour une raison inconnue. Yakumo savait également que le président de l'organisation était un Haiga. Keita était curieux de savoir qui était ce Haiga et demanda à Kuro de l'expliquer. Mais Yakumo l'avertit de ne pas mâcher ses mots, car Kuro était la fille du chef du clan Shinigami, qui était le plus puissant des clans de gardiens. Et pour couronner le tout, Haiga était son frère et non Hyu, comme il l'imaginait. De retour à l'aéroport, Kuro expliqua à Keita qu'elle et son clan vivaient dans ce qu'on appelait la Terre Sainte, un endroit protégé par des gardiens qui veillaient sur l'équilibre du monde. Un jour ordinaire, Haiga et elle furent emmenés par leur mère à une cérémonie spéciale où elle s'immergea dans un rêve pour tenter de prédire le destin du clan. Sa mère a eu une vision étrange, mais a préféré n'en parler à personne. Peu de temps après, Kuro apprit par Yakumo que son propre frère avait éliminé presque tous les membres du clan. Dès qu'elle apprit que son frère avait emmené sa mère à la pierre sacrée, Kuro s'y précipita. À son arrivée, elle trouva les corps des membres du clan éparpillés, et le temps qu'elle les rejoigne, sa mère avait déjà été assassinée par Haiga. Il prétendit qu'il allait transformer le monde et rompre complètement l'équilibre actuel, après quoi il laissa Kuro mourir seul petit à petit. Maintenant, elle veut retrouver Haiga pour comprendre pourquoi il a fait ça, alors qu'il aimait tant le clan. D'après ce que lui a dit Kuro, il a été exclu du clan pour avoir amené des humains en Terre Sainte et avoir fait des expériences sur eux. Il expliqua que grâce à ces expériences, il avait découvert comment produire des gardiens artificiels en canalisant l'énergie des vrais gardiens et en la transférant à des humains de haut niveau. Ryo a même fait une proposition. Il laisserait Kuro voir Haiga, mais seulement si elle acceptait de quitter Keita. Mais lorsqu'elle a refusé, il l'a écartée et a même donné un coup de pied à Keita. Il dit qu'elle n'avait aucune raison de défendre Keita, mais lui offrit tout de même une chance, et s'il acceptait d'utiliser l'unification, il le considérerait comme digne de Kuro. Mais Keita n'était toujours pas sûr d'utiliser l'unification. Et Ryo s'est moqué de lui, disant qu'il était le jumeau le plus faible, qu'il n'avait pas le courage de libérer ce pouvoir. Keita décida d'arrêter d'avoir peur et de libérer son pouvoir pour aider Kuro à se battre. Et elle lança une attaque sur Exide, mais ne réussit qu'à faire reculer un peu Ryo. Il répondit par une contre-attaque, mais à ce moment-là, Riona et Yakumo arrivèrent. Ils activèrent tous les deux leur unification, et Yakumo donna un coup de poing à Ryo, le frappant même en retour d'un coup de pied. Et Ryo décida de reporter le combat à une autre fois, et la prochaine fois, il promit de prendre son contractant pour utiliser l'unification également. Par la suite, Ryo a rencontré son subordonné, qui lui a dit avoir découvert l'endroit où se trouvait le cochon d'Inde qui s'était échappé. Cependant, comme Ryo avait déjà croisé le chemin de Riona, le type était inutile et fut éliminé sur le champ. Keita commença à mieux comprendre Kuro et à éprouver de l'empathie pour elle. Il décida donc de se battre à ses côtés pour la remercier de lui avoir sauvé la vie. Plus tard, ils prennent l'avion. Et Keita se rend compte que cela fait trop longtemps qu'il n'est pas retourné dans sa ville natale. Akane, qui était son ami d'enfance, voulait se rapprocher, mais Keita avait peur que Kuro interprète mal la situation. Mais Kuro était complètement concentré sur la nourriture et ne se souciait pas de ce qui se passait autour d'elle. Peu après, le groupe est arrivé à Okinawa et Kuro s'est rendu compte que le niveau d'énergie dans cette région était bien supérieur à la normale. Ignorant cela pour le moment, ils louèrent une voiture et se rendirent directement chez le grand-père de Keita. En chemin, Kuro observe attentivement la mère, tandis que Keita remarque que depuis qu'il l'a vue 1000 fois dans son enfance, il ne la trouve plus si drôle. Après un long moment de route, ils arrivèrent dans un petit village et trouvèrent la maison du grand-père de Keita. Il entra pour voir si son grand-père était là, mais il ne trouva personne. Il est alors allé voir dans la cour et son grand-père, même à son âge avancé, pratiquait encore souvent les arts martiaux et disait fièrement qu'il avait plus de 70 ans et qu'il n'avait peur de personne. Une fois à l'intérieur, Keita lui a montré une photo et lui a demandé si sa mère était là au moment où la photo a été prise, mais son grand-père n'était pas sûr. Et lorsque Kuro a fait un commentaire sur les jumeaux, cela a laissé son grand-père perplexe. Elle a commencé à s'expliquer, mais Keita l'a interrompu
et son grand-père a compris qu'il n'était pas encore prêt à parler. Alors il a décidé de lui donner plus de temps. Ce soir-là, il a préparé un somptueux repas en guise de cadeau pour son petit-fils et il a également invité Kane à prendre un verre, mais elle n'était pas très enthousiaste à l'idée de boire. Ce n'est qu'au bout d'un moment qu'elle s'est décidée à boire une tasse et qu'elle en a redemandé, jusqu'à ce qu'elle soit ivre sans même s'en rendre compte. Keita demanda alors à Kuro d'aller dehors pour observer les étoiles et elle se rendit compte qu'il était beaucoup plus calme qu'avant. Le lendemain, le groupe de Keita est allé à la plage pour s'amuser. Mais l'après-midi, alors qu'ils revenaient à pied, ils sont tombés sur 2 gardes de l'île. Ces derniers pensaient que le groupe de Keita était comme les autres qui étaient venus plus tôt et qui essayaient de voler la pierre sacrée. Ils ont même essayé de s'expliquer, mais les gardes n'ont pas voulu les écouter et ont commencé à les attaquer. Kuro tenta de se défendre, mais ces deux-là étaient très rapides dans leurs mouvements. Et lorsque Keita tenta de fusionner, l'un d'eux l'attacha à l'aide d'une corde et le suspendit à un poteau électrique juste pour l'empêcher de fusionner. À ce moment, il se souvint de l'enseignement de cette fille à propos de l'anneau et du fait que même sans fusionner, on peut toujours aider son partenaire dans un combat. L'anneau qu'elle lui avait donné et qui se trouvait dans sa poche s'est soudainement rempli d'énergie et a aidé Keita à se débarrasser des cordes. C'est alors qu'il commença à faire équipe avec Kuro pour se battre. Elle était maintenant plus rapide que les deux et réussit à vaincre les 2 gardes, après quoi elle donna un coup de poing juste pour montrer sa puissance et leur demanda s'ils voulaient toujours continuer le combat. Les 2 gardes acceptèrent la défaite et se mirent à pleurer parce qu'ils n'avaient pas réussi à protéger la pierre sacrée. Pendant ce temps, Daisha avait informé Maître Roth qu'il avait été amené par la corporation au sujet de leur mission, qui était de détruire la pierre sacrée afin de briser le flux d'énergie qui maintenait l'équilibre du monde. Comme le Renshi et la corporation estimaient que cet équilibre avait corrompu la société, ils voulaient réajuster cette énergie pour transformer le monde en un lieu exclusivement réservé aux Roth et à leurs gardiens. Mais comme ils ne savaient pas encore exactement où se trouvait cette pierre sacrée, le plan était de répandre de l'énergie sur toute l'île et d'attendre une réaction de la pierre. Quant au groupe de Keita, il apprit des 2 gardiens qu'il y a 7 ans, un groupe de personnes était venu attaquer la terre sacrée et tenter de détruire la pierre. Toute leur tribu a été massacrée par ce groupe et seuls 2 d'entre eux ont survécu et ont continué à essayer de protéger la pierre sacrée jusqu'à la fin. Keita et son groupe ont clairement indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention de détruire la pierre, mais cela ne signifiait pas que l'île n'était pas en danger, car une grande source d'énergie y était active, et ils ont décidé de tout risquer pour protéger la pierre sacrée, et sont partis. Pendant ce temps, Daishi a appris que Keita se trouvait également sur l'île et qu'il attendait Jen pour le retrouver. Pendant ce temps, Ryo avait emmené son entrepreneur à Okinawa et était lui aussi déterminé à retrouver Akuro. Keita, quant à lui, était pensif. Il ne savait pas exactement quel était le but du frère d'Akuro en essayant de créer les Roth. Après cela, il rentra chez lui et dit à Kani d'aller dormir. Mais même si elle était endormie, elle lui dit qu'elle avait une grande confiance en lui. Pendant ce temps, Renshin annonce à Yuki qu'il part en voyage à Okinawa. Il a également promis qu'il trouverait bientôt les copies de Yuki afin de s'occuper d'elle et de la transformer en maître Roth, et qu'alors seulement son père lui remettrait l'héritage de la corporation. Renshin se rendit alors compte que des visiteurs venaient le voir. L'Alliance des gardiens était arrivée à la corporation pour l'affronter. La fille de l'Alliance a demandé à Yakumo de ne pas être trop tendre avec Renshin à cause du passé entre eux, mais dès qu'ils sont entrés, ils ont été encerclés par des ennemis. Et même si l'Alliance était pleine de gens forts, ils sont restés pour se battre, les laissant s'échapper en premier. Plus tard, ils ont trouvé Renshin, et il a été révélé que le gars aux cheveux blancs est Steiner et que la fille s'appelle Excel. Et pour compléter le trio, il ne manquait plus que le PowerPoint. Mais passons, Renshin avait déjà entendu parler d'eux. Et Yakumo voulait une explication pour les choses terribles que Renshin avait faites contre son clan. Mais peu importe ce qui était dit, il n'était pas prêt à pardonner Renshin. Il voulait juste savoir pourquoi Renshin avait rejoint cette corporation pour créer un tas de Master Rods. Mais Renshin ne pensait pas avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit. Il croyait qu'il voulait juste reconstruire le monde, mais sans être un dieu de ce monde. Steiner préféra alors ne pas perdre de temps et fusionna immédiatement pour commencer le combat, car tout le monde pouvait sentir la puissance absurde de Renshin. Lorsque Steiner s'élança le premier, Renshin se concentra entièrement sur l'esquive des attaques, puis riposta avec une technique absurdement puissante qui toucha tout le groupe. Ensuite, il s'est simplement retiré, laissant ses subordonnés terminer la mission. Mais dès que Renshin fut parti, les hommes de main se rendirent de compte que le groupe de Steiner était toujours en vie, car Excel avait activé son pouvoir à temps et bloqué le coup.
Ils ont couru après Renshin aussi vite qu'ils le pouvaient, mais il était trop tard et il s'était déjà enfui à bord de l'hélicoptère. Dans un autre coin, nous revoyons Dice. Il était un ami de Keita et a décidé de s'en prendre à Renshin après avoir compris le fonctionnement des doppelgangers, surtout après avoir été témoin de la mort de la mère de Keita. Dice a alors essayé de pirater le système de l'entreprise et a découvert que la corporation dirigée par Renshin chassait les doppelgangers afin de créer des figures d'élite. La raison pour laquelle Dice a cherché Renshin était de savoir s'il était vraiment une entité faible ou puissante, et Renshin a dit qu'il était aussi faible que Keita. Mais même ainsi, Dice croyait qu'il pourrait survivre s'il éliminait la version la plus forte de lui-même. Renshin avait également cette foi et voulait que Dice continue à lui être utile lorsque tout s'arrangerait. Et le lendemain, Kuro s'entraînait aux arts martiaux avec le grand-père de Keita, tandis que Keita s'éclipsait sur la plage pour pratiquer les mouvements qu'il avait appris de son grand-père. C'est alors que l'anneau brilla de 1000 feux et qu'il tomba sur le double de sa mère, qui le reconnut à son tour. Lorsqu'il lui demanda si elle était bien la femme de la photo, elle le confirma, et ce jour-là, elle fut emmenée pour combattre le protecteur de l'île. Elle dit qu'elle se sent mal d'avoir contribué à la mort de sa mère et qu'elle est attristée d'apprendre que quelqu'un d'innocent a dû subir cela à cause de la règle des doppelgangers. Pendant ce temps, les deux gardiens restants envisageaient de demander de l'aide au groupe de Kuro, mais par chance, ils trouvèrent quelqu'un de la tribu qui était encore en vie. La surprise vint lorsqu'ils découvrirent que cette personne était en fait un traître qui était revenu pour les achever. Kuro, surpris par le retard de Keita, se lança à sa poursuite et tomba sur une jeune fille rousse qui lui annonça que son ami avait été enlevé. C'est alors que Ryo apparaît devant elle et la jeune fille rousse le reconnaît comme le responsable du massacre de sa tribu. Lorsqu'elle tenta de l'affronter, Ryo lui donna un coup de pied qui la fit tomber à terre et s'empara de Kuro. Il lui dit alors que Keita est probablement déjà morte. La copie de la mère de Keita a commencé à montrer sa vraie nature et à aspirer l'énergie de ce dernier. Juste après cela, Ryo emmena Kuro dans une grotte, voulant la contrôler, même si elle semblait impuissante. Keita s'est levé en voyant l'image de Kuro. Adolpel Jengar voulut l'empêcher d'avancer sur Kuro, mais il souleva l'anneau et lui lança un coup direct. Elle fut vaincue et Keita passa à autre chose. Kuro tenta de combattre Ryo, mais finit par être projeté contre un pilier. Il pensait que, comme il ne s'agissait pas d'une terre sacrée, personne ne viendrait la protéger. Mais Keita arriva et lui donna un peu de son énergie pour continuer le combat. Et quand Kuro essaya d'atteindre Keita, elle fut bloquée par Ryo et dut continuer le combat. La jeune fille aux cheveux rouges se réveille et court aider son ami. Pendant ce temps, grand-père et Akane courent également vers la scène. La jeune fille aux cheveux noirs tomba sur Enshi, qui lui annonça qu'il avait trouvé un moyen d'obtenir la pierre sacrée de l'île, ce qui signifiait qu'elle n'avait plus besoin de résister, puisqu'elle était la clé qu'il recherchait. Pendant ce temps, Kuro savait qu'elle devait vaincre Ryo dès que possible, sinon Keita ne résisterait pas. Mais elle ne pouvait pas trouver d'ouverture pour utiliser son exil, car Ryo était toujours en mouvement. Voyant la situation, Keita savait qu'il devait donner à Kuro une chance de réagir. Il regarda le ring, réfléchit à ce qu'il pouvait faire et tenta de surprendre Ryo avec une attaque rapide. Mais la copie de sa mère, dont il savait maintenant qu'elle s'appelait Shinobu, avertit Ryo et celui-ci réussit à esquiver juste à temps. C'est alors que Keita découvrit que Shinobu était la coéquipière de Ryo, après quoi les deux s'infusèrent l'un l'autre et Ryo révéla son exil à Kuro. Il créa plusieurs balles d'eau et les lança sur elle, mais il ne s'arrêta pas là. Ryo pouvait également transformer l'eau en glace, créant des pieux qui étaient lancés sur Kuro. Celle-ci ne put tout esquiver et se retrouva coincée sur un rocher. Et c'est alors qu'elle réalisa que Keita était en train de se faire aspirer toute son énergie. À ce moment-là, le méchant lui dit que Shinobu a été invoqué par un faible guerrier, alors que la mère de Keita était plus forte. Shinobu l'a tuée pour prendre sa place et devenir quelqu'un d'important. De ce fait, elle est devenue un cas à part, et cela lui a donné le pouvoir d'aspirer l'énergie des autres. Daichi est allé voir Akane pour l'inviter à rejoindre la corporation, et il l'a convaincu en lui disant que Keita était là aussi. Daichi a également expliqué que les doubles spéciaux comme Shinobu absorbent généralement l'énergie de l'environnement pour maintenir leur forme fusionnée, ce qui leur permet de rester fusionnés pendant une durée illimitée sans nuire à leur partenaire. Il a également expliqué à Furo que l'exidium de Ryo lui permettait de contrôler n'importe quel type de liquide et qu'il pouvait ainsi faire geler ou exploser le sang dans le corps de Kuro. Il continua à torturer Kuro, pendant que Keita commençait à entendre Shinobu se plaindre du fait qu'elle était malheureuse avant, qu'elle enviait la vie heureuse de sa mère et qu'elle avait donc décidé de prendre son propre pouvoir et sa chance pour avoir une vie heureuse comme elle l'avait maintenant. Mais Keita ne voyait aucun bonheur en elle, alors il la frappa durement
et commença à transmettre l'énergie à Kuro pour qu'il se l'injecte lui-même. Shinobu demanda à Keita ce qu'il comptait faire avec ce petit pouvoir et il répondit qu'il essaierait de le découvrir. Kuro activa son Exidium et se dirigea vers Ryo qui voulait voir sa force. Mais il fut surpris lorsqu'il reçut un coup de poing de Kuro de plein fouet. Il finit par être projeté au loin et Keita tenta de donner toute sa puissance à Kuro pour lancer une attaque de plein fouet. Kuro, quant à lui, n'avait aucune idée que Keita avait appris ce mouvement, et Keita se rendit compte que Shinobu était sur le point de mourir. Elle se plaignit à nouveau, disant à quel point la vie avait été injuste pour elle et qu'elle ne voulait pas mourir. Et Keita réalisa que devenir comme Shinobu revenait à devenir un doppelganger faible. Et plus que jamais, il détestait ce monde. Il détestait encore plus le début de ce monde qui avait apporté tant de malheur aux gens. Lorsqu'il sortit Shinobu de la grotte, Keita tomba sur Daichi et le reconnut instantanément, mais il cracha soudainement du sang et perdit connaissance. Keita s'est réveillé plus tard chez Daichi et lui a dit qu'il avait simulé sa propre mort et changé de nom pour travailler pour cette entreprise. Daichi a été direct et a dit qu'il savait que Keita était un double faible, mais qu'il voulait l'aider à résoudre la situation pour qu'il puisse continuer à vivre. Cependant, Daichi ne voulait pas qu'il aide Henshin, mais qu'il coopère avec lui, puisqu'il se préparait à l'affronter. Daichi lui a raconté son passé, lorsqu'il a découvert le début des doppelgangers dans ce monde et qu'il a cherché la corporation de Henshin et a fini par être recruté. Au même moment, l'un de ses sosies a eu un accident et est mort. Il a donc décidé de prendre l'identité de ce sosie. À l'origine, Daichi voulait aider Henshin à construire un monde meilleur, mais il s'est rendu compte que Henshin voulait utiliser les principes des doubles pour manipuler le monde. C'est alors que Daichi décida de le combattre, car il pensait que le destin des doppelgangers devait être décidé par les humains eux-mêmes et que les gardiens ne devaient plus le contrôler. Il était temps que les humains décident eux-mêmes de leur destin. Il y a des années, Daichi a toujours eu de bons résultats dans ses études, mais cela a fini par l'isoler des autres, car il considérait les autres comme inférieurs. Et comme il était toujours direct dans ses paroles, beaucoup de gens se sont mis en colère contre lui. Keita devait toujours intervenir dans les situations, mais Daichi pensait qu'il était hypocrite, parce qu'il s'était rendu compte que Keita était ami avec tout le monde, mais qu'il évitait de se rapprocher vraiment de quelqu'un, mais que même ainsi, il finissait par trouver quelqu'un d'autre et devenait ami. Keita a compris que la difficulté de Daichi à se rapprocher des gens venait du fait qu'il détestait les autres et les considérait comme sans effort, alors que Keita évitait de se rapprocher parce que tous ceux qui se rapprochèrent de lui finissaient par mourir et qu'il ne s'attachait donc à personne. Daichi pensait pouvoir défier le destin et survivre, mais lorsque Keita a découvert sa disparition soudaine, il a pensé qu'il n'échapperait jamais à la malédiction. Daichi a demandé l'aide de Keita parce qu'il était maintenant en mesure de l'aider à échapper à son destin de double faible en trouvant les entités restantes de Keita et en l'empêchant de les trouver par accident. Keita prit ensuite le temps de réfléchir et alla voir Daichi en privé pour lui demander où se trouvait Henshin. Lorsque Kuro revint dans la pièce, elle vit que sa sœur Akane ne voulait pas que Keita continue à se mettre en danger, et Keita savait qu'il ne pouvait plus impliquer Akane. Il décida donc de partir seul. Mais plus tard, Akane décida d'aider Keita jusqu'au bout. Elle est allée demander à Daichi où se trouvait Keita, et a découvert qu'il était déjà parti. Alors elle est partie à sa recherche. Kuro rencontra à nouveau la jeune fille aux cheveux rouges, et tous deux s'apprêtaient à chercher quelqu'un. Le traître de la tribu insulaire avait utilisé le sang de la fille aux cheveux noirs pour plonger dans l'eau et, étonnamment, une île était apparue dans la mer. Akane partit à la recherche de Keita et décida de lui avouer ses sentiments, espérant qu'il reviendrait sain et sauf. Henshin se dirigeait vers cette île tandis que Kuro et la fille aux cheveux rouges retrouvaient Keita qui décida d'aider Kuro, puisqu'elle était sa partenaire. Pendant ce temps, Daichi avait dit à Akane de rester chez lui, car c'était l'endroit le plus sûr, puisqu'elle était aussi un doppelganger faible. Son entité principale n'était autre que la fille du président de la société, Yuki. Mais peu de temps après, Daichi a soudainement appelé Yuki. Kuro et Keita étaient déjà face à face avec Henshin sur le site des pierres sacrées. Kuro était déterminé à vaincre Henshin, mais il se demandait ce qu'elle pourrait faire puisque son partenaire n'était qu'une entité faible. Sachant que son frère ne l'écouterait pas, Kuro fit immédiatement équipe avec Keita pour se battre. Elle lança son attaque Exceed, mais elle n'eut aucun effet car Henshin avait décidé d'être sans pitié, même s'il était le frère de Kuro. Et après un certain temps de combat, Henshin se rendit compte que Keita n'était pas si ordinaire, même s'il était faible. Mais il s'est aussi vite rendu compte de la faiblesse de Kuro et s'apprêtait à contre-attaquer lorsque Keita a lancé une technique avec son anneau pour l'aider. Malgré cela, Henshin se dit inexpérimenté et donna un coup de poing à Kuro en plein visage. Keita voulait continuer à lui donner de l'énergie, mais son corps était déjà à bout. Malgré tout, il voulait risquer sa vie pour aider Kuro, et Henshin a fini par admettre que Keita était un véritable entrepreneur et qu'il les respecterait tous les deux.
en les laissant mourir ensemble à ce moment précis. Peu après, Yakumo est arrivé pour protéger le... Pendant ce temps, le groupe de Kuro tente de quitter l'île, mais il est encerclé par les hommes de Renshin. Yakumo et Ryona commencèrent à les combattre sur place. Stein, quant à lui, avait déjà activé sa capacité Exceed, créant 5 versions de lui-même qui attaquaient sans relâche, mettant Renshin sur les dents, mais il ne pouvait pas se défendre contre tous en même temps et a fini par être battu par la force combinée des clones. Stein expliqua que la différence entre eux était le fait qu'il avait un partenaire qui partageait l'énergie avec lui, alors que Renshin faisait cavalier seul. Mais malgré cela, Renshin résista et retourna au combat. Il utilisa alors une puissante compétence technique qu'il avait déjà montrée dans la compagnie pour tenter de les frapper tous les deux. Mais Excel leva le bouclier et empêcha l'impact. Le problème était que Renshin continuait à utiliser la technique dévastatrice encore et encore, laissant Excel perplexe quant à la façon dont il parvenait à maintenir une telle puissance. Après quelques attaques, Renshin parvint à briser le bouclier d'Excel, mais avant que le pire ne se produise, Stein accourut et les deux finirent par se détruire l'un l'autre sous la force de l'affrontement. Le groupe de Yakumo s'était déjà occupé des soldats de Renshin et peu après, un des clones de Stein réapparut, portant Excel. Yakumo craignait que quelque chose de grave ne se soit produit. Il s'est donc lancé à sa poursuite. Même s'il avait été vaincu, Stein ne regrettait pas le combat et Renshin n'oublierait pas non plus ce combat intense. Renshin posa alors sa main sur la pierre sacrée avec l'intention de la détruire. Mais au moment où l'énergie fut libérée, il fut surpris par une lance de lumière qui lui transperça le corps. Celui qui avait lancé l'arme était Raiga, qui semblait avoir trahi la tribu de l'île. Mais en réalité, il avait conclu un pacte avec Dice, et tous deux complotaient secrètement contre Renshin. Prenant Renshin au dépourvu, Dice lui expliqua qu'il avait trouvé un moyen de l'affronter si la pierre sacrée était brisée. Il allait ouvrir un portail qui lui permettrait de transformer le monde, selon les souhaits de Renshin. Pour fermer ce portail, il faudrait une quantité absurde d'énergie. Et qui serait la source de cette énergie? Renshin lui-même, et il finirait par être absorbé par le portail. Mais même ainsi, il pensait que Dice était illusionné par ce nouveau monde et que l'éliminer ne mènerait pas Dice au but qu'il souhaitait si désespérément. Une gigantesque explosion se produisit et créa un trou noir au cœur de l'île. 6 mois passèrent et comme l'avait prédit Renshin, le monde n'avait fait qu'empirer. Kuro avait perdu la raison de se battre et se contentait désormais d'errer sans but, tandis que Dice, de son côté, continuait à produire des humains d'élite, mais de manière plus contrôlée, dans le but de permettre au Japon de se démarquer sur la scène mondiale et de prendre la tête de tous les autres pays. L'Alliance des Protecteurs a été contrainte de coopérer avec Dice pour maintenir l'ordre mondial, mais elle a toujours eu des difficultés avec la fille du président, Yuki. Elle ne se rendait même pas compte qu'elle n'était qu'une faible copie et continuait à se croire importante. Akane, la sœur de Keita, n'avait toujours pas réussi à lui parler, et Dice s'est présenté pour poser quelques questions et tenter de persuader Akane de ne pas partir. Il lui dit qu'il n'a toujours pas retrouvé Keita et qu'il doit garantir sa sécurité en raison de la promesse qu'il a faite au garçon. Au même moment, Dice cache que Renshin est toujours en vie quelque part. Et plus tard, il va à une fête avec Yuki, et Renshin commence à lui manquer. Pendant ce temps, les anciens alliés de Steiner et de Yakumo s'étaient à nouveau réunis. Ils se cachaient dans un endroit secret, loin de la base de Dice, et prévoyaient d'attaquer l'organisation pour retrouver Akane. Mais ils ont été arrêtés par leurs supérieurs et Akuro est retournée voir Keita. Elle était toujours à la recherche d'Akane pour l'aider, et le grand-père de Keita était également là pour s'occuper de lui. Akuro pensait que c'était de sa faute si Keita était dans le coma, et que c'était pour cela qu'il ne se réveillait pas. L'équipe de Steiner a décidé de rester au Japon, au lieu de retourner en Europe parce qu'elle voulait résoudre le vrai problème, à savoir l'entreprise. L'objectif était également de capturer Keita pour l'emmener à Dice, et Akuro devait courir le plus vite possible jusqu'à l'endroit où se trouvait Keita, pendant que les autres menèrent le combat. Les ennemis avaient également dû diviser leurs forces, envoyant moins de monde à ses trousses, mais malgré cela, Akuro terrassait tous ceux qui tentèrent de l'arrêter. Le plus étrange, c'est que les ennemis semblaient rester là à attendre d'être frappés, ce qui n'avait pas vraiment de sens. Pendant ce temps, Yakumo a enfin trouvé un adversaire à sa mesure. Ryona ne montra aucune compassion et dit à Yakumo de se battre à fond sans se soucier de ce qui arriverait à l'ennemi. À ce moment-là,
Akuro réussit à atteindre la pièce où se trouvait Keita. Mais il fut arrêté par un groupe de Hot. Bernhardt, qui était le subordonné de Steiner, comprit rapidement que les ennemis utilisaient des boucliers magiques, comme ceux qu'Exil avait activés plus tôt. Et maintenant, l'ennemi avait pris le dessus sur Akuro, qui était sur le point d'emmener Keita avec eux. Malgré tout, Akuro était déterminé à protéger Keita, puisqu'il avait dépensé beaucoup d'énergie pour l'aider. Elle fut projetée près de lui et, à sa grande surprise, elle entendit sa voix. Il lui demanda de continuer à se battre même si elle utilisait son propre pouvoir, mais elle avait peur de le blesser encore plus. Malgré tout, Keita remercia Akuro de lui avoir fait voir comment le monde fonctionnait vraiment, à un moment où il voulait juste s'échapper de la réalité. Peu après, elle fut projetée contre le mur, à travers plus de 3 d'entre eux à la fois, mais parvint tout de même à se relever et à attaquer l'ennemi. Lorsque ce dernier tenta d'activer à nouveau son bouclier magique, Akuro lança plusieurs attaques successives, brisant rapidement le bouclier, ce qui fit subir à l'adversaire des dégâts complets peu de temps après. Akuro courut jusqu'à l'endroit où se trouvait Yakumo pour soutenir l'équipe et vit Keita se réveiller et encourager tout le monde. Et ils utilisèrent toute la force qu'ils avaient pour briser les boucliers des ennemis et les achever avec une attaque exit. Ainsi, les adversaires étaient totalement vaincus et Keita ne réalisait que maintenant qu'il était sorti pendant tout ce temps. Il remercia Akuro d'avoir cru en lui jusqu'au bout et sentit maintenant que sa force était capable de vaincre n'importe quel adversaire. Pendant ce temps, le président de l'organisation réunit tous ses enfants et leur annonce que le poste de vice-président sera transmis à Daiichi dès qu'il épousera Yuki et que ses enfants seront bouleversés, car il avait promis le poste à l'un d'entre eux. Mais comme Daiichi ferait partie de la famille par son mariage, il ne pouvait rien y faire. Daiichi apprend bientôt que Keita s'est réveillé et a disparu avec son groupe, mais il poursuit ses recherches. Il pensait que Keita avait décidé de poursuivre le combat et espérait le retrouver bientôt. Le groupe de Keita se cachait dans une zone abandonnée, mais il savait que tôt ou tard, les gens de la corporation les trouveraient. Keita se sentait idiot d'avoir fait confiance à Daiichi, ce qui avait fini par mettre sa sœur Akane entre ses mains. Par la suite, Akuro a eu une conversation sérieuse avec Yakumo, lui demandant pourquoi elle avait quitté la Terre sacrée. Maintenant que Renshin était morte, il n'obtiendrait jamais la réponse qu'il désirait tant, et même avec cette fausse pièce en jeu, cela ne changeait rien au fait que le monde était de plus en plus déséquilibré et plongé dans le chaos. Au moins, elle voulait encore protéger Keita et Akane, mais même cela n'était pas possible au train où allaient les choses. Pendant ce temps, Akane se demandait combien de temps elle allait devoir rester enfermée dans cette pièce. Pendant ce temps, Yuki se sentait perdue sans Renshin. Soudain, sa grande sœur est entrée en contact avec elle et lui a dit qu'elle était manipulée par Daiichi et que Yuki n'était qu'un réceptacle fragile. Mais cela ne changeait pas grand-chose, car sa sœur avait déjà découvert où se trouvait le corps principal de Yuki. Et maintenant, tous les frères de la famille étaient prêts à soutenir Yuki pour que l'organisation ne finisse pas entre les mains de Daiichi. Plus tard, Yuki a donné rendez-vous à sa sœur pour discuter du plan, mais c'est Daiichi qui s'est présenté. Et il savait déjà tout et l'avait anticipé, tout en louant l'intelligence de sa famille. Daiichi a été direct, disant que Yuki avait toujours cru qu'elle pouvait utiliser les gens, sans se rendre compte que c'était elle qui était utilisée, et même Renshin, à qui elle avait fait une confiance aveugle et qui n'avait fait que la manipuler depuis le début. Il lui demande alors si elle accepte le sort qui lui est réservé ou si elle préfère prendre les choses en main. Pendant ce temps, Keita était déterminé à poursuivre Daiichi pour obtenir des réponses, même si personne ne pensait qu'il avait la force de faire une telle chose. Mais Bernhardt est arrivé et lui a dit que Daiichi organisait une fête pour présenter le nouveau vice-président et que c'était le moment idéal pour agir. Plus tard, la fête a eu lieu et même le chef de la coalition est venu et Daiichi a dit à Yuki que si elle ne se sentait pas bien, elle n'avait qu'à partir, car personne ne se souciait vraiment d'elle. Pendant ce temps, le sosie de son ami Risa identifiait les sosies les plus faibles de la fête et a même reconnu Yuki. Elle ne croyait pas que la jeune femme était vraiment un doppelganger faible, ce qui n'a fait qu'ajouter à la tristesse de Yuki et la pousser à partir. Pendant ce temps, le groupe de Keita avait déjà envahi la base de l'entreprise. Ils se dirigeaient vers les ascenseurs menant aux étages supérieurs, mais en sortant de l'ascenseur, ils furent surpris par une équipe. Mais heureusement pour eux, il s'agissait d'alliés envoyés par Bernhardt. Daiichi est apparu et a déclaré que même s'ils étaient des personnages puissants, tout le monde devrait respecter les sacrifices faits par les plus faibles. C'est grâce à eux qu'ils en sont arrivés là. Et Yuki avait déjà noté l'arme dans son sac et était prête à en finir toute seule. Mais elle fut surprise par Keita, qui entrait directement dans la salle et se dirigeait vers Daiichi pour le confronter. Keita pensait que même s'il était considéré comme faible,
Il avait encore la force de défier son propre destin et n'accepterait pas les lois de la dualité que Daiichi exploitait tant. Ces mots touchèrent profondément Yuki, lui faisant abandonner l'idée de se suicider. Et peu de temps après, le bâtiment entier commença à subir une série d'explosions et les invités de la fête commencèrent à sortir les uns après les autres. Et le chef de l'Alliance alla voir ce qui se passait et finit par trouver le groupe de Benhart. Il appela des soldats pour contenir Benhart et ses alliés, mais il resta calme et ne montra aucune inquiétude. Keita interrogea Daiichi sur l'endroit où se trouvait sa sœur, mais il refusa de répondre. Soudain, quelqu'un entra et annonça un problème au 15e étage, et Keita comprit rapidement que c'était là que se trouvait Kani. Malgré cela, Daiichi mit Aiga sur le chemin de Kuro et Keita, révélant que c'était lui qui avait vaincu Henshin. Keita demanda alors à s'unir à Kuro, mais elle hésita, lui faisant prendre l'initiative. Ils fusionnèrent et passèrent à l'attaque, tandis que Yakumo et Ryona continuaient de forcer le passage pour atteindre Keita, tandis que Benhart démontrait un grand avantage sur ses adversaires ailleurs. Yakumo finit par entrer par erreur dans une pièce très étrange, et lorsque Kuro commença à se débattre contre Aiga, Keita insista pour qu'elle utilise Exceed, mais Aiga intercepta le coup et projeta Kuro d'un coup de pied. Alors qu'il s'apprêtait à poursuivre son attaque, Benhart est apparu pour l'arrêter, les aidant tous les deux à s'échapper. Peu après, Yuki est apparu dans la pièce, armée d'un pistolet, et a trouvé Kani. Elle lui dit que Daiichi avait menti à Kani en lui disant qu'elle était une jumelle faible, alors que c'était le contraire. Peu de temps auparavant, Yuki avait envisagé de mettre fin à ses jours pour laisser Akane suivre son destin, mais maintenant, elle était plus égoïste et voulait continuer à vivre, même si elle devait éliminer Akane, ce qui était contraire aux règles de ce monde. Yakumo finit par tomber sur sa vieille connaissance, Shinra, tandis que Daiichi tente en vain d'ouvrir la porte pour arrêter Yuki. Alors que Yuki s'apprêtait à tirer, elle a entendu Akane se plaindre du fait que les gens ne naissent pas égaux dans ce monde. Même si elle était une entité primaire, la personne pour laquelle elle avait des sentiments était une entité faible, et elle a donc compris ce que Yuki ressentait. Sur ce, Yuki a perdu le courage d'appuyer sur la gâchette, même si elle savait qu'elle devait éliminer Akane pour rester en paix, et Daiichi a pris l'arme de Yuki et l'a giflé. Il avait tout fait pour empêcher Yuki de rencontrer son frère jumeau primaire, précisément pour l'empêcher de mourir, mais elle en était quand même arrivée là. Comme elle en avait assez d'être manipulée par Daiichi, il décida de l'achever, mais promit qu'il s'occuperait bien de sa famille. Akane se jette alors sur Yuki pour la protéger, obligeant Daiichi à reculer. Parallèlement, Akuro et Keita rattrapent Yakumo, et Akuro est surpris d'y trouver Shinra, qui était l'assistant direct de Henshin, mais qui est désormais au service de Daiichi depuis la disparition de Henshin. Keita se rendit rapidement compte qu'il avait signé un contrat avec le jumeau primaire de la fille qui vivait à côté de chez lui. Après avoir fusionné, la Shinra avança avec un coup de poing si rapide qu'il frappa Akuro brutalement et sans choix. Akuro dut accepter le pouvoir de Keita pour tenter de riposter, mais cela ne fonctionna pas du tout. Shinra l'attrapa et appliqua une technique, lui faisant heurter la tête au sol, et Ryona avertit Keita que la fille avait une énergie énorme et qu'il allait devoir se donner à fond s'il voulait la battre. Il concentra toute sa puissance et la transmit à Akuro. Mais alors qu'elle s'apprêtait à déclencher son Exceed, l'attaque fut complètement neutralisée. Sans en comprendre la raison, Akuro fut pris de court par la Shinra qui continua à faire pression en enchaînant les attaques. Pendant ce temps, Daiichi ordonne à Akane de rester à l'écart, disant qu'elle n'a pas besoin d'avoir de la compassion pour quelqu'un qui est destiné à mourir, à moins qu'elle ne veuille mourir à la place de Yuki. Au même moment, Yakumo se rend compte qu'Akuro a du mal à utiliser le pouvoir de Keita. Son esprit voulait l'accepter, mais les émotions de son cœur le rejetaient, empêchant une fusion complète. Yakumo passa donc à l'attaque, forçant Keita à tenter de calmer les émotions d'Akuro sur le champ. Mais voyant qu'il n'y avait pas le temps, Yakumo avait besoin d'aide, et Keita utilisa son anneau et tira sur Shinra. Ce dernier pensait que Keita avait raté son coup. Mais en fait, il avait tiré sur le plafond dans le but de le faire s'effondrer. Et par coïncidence, le plafond qu'il avait touché était exactement là où se trouvaient Daiichi et les deux filles. Akuro a retrouvé son chien, et Keita a retrouvé sa sœur Akane. Il voit également Yuki, et pense que c'est elle qui a emprisonné Akane. Mais elle demande à parler plus tard, car c'est un moment très critique. Elle lui dit qu'il devait sortir avant que les hommes de Daiichi n'arrivent, et lui dit qu'ils avaient un hélicoptère privé pour pouvoir s'enfuir. Benhart et ses alliés ont été surpris par l'équipe de Daiichi et ont été vaincus. Aiga réussit à s'échapper, et le groupe de Keita poursuit Yuki et Akane, qui sont déjà dans l'hélicoptère. Yakumo étant blessé, il est resté en arrière, et Aiga en a profité pour utiliser une technique qui a bloqué le chemin de Yakumo. Keita confie Akane à Yuki et leur demande de partir.
Malgré son inquiétude, Yuki est parti et Akane n'a pu que prier pour que son frère s'en sorte. Peu de temps après, l'hélicoptère a eu une défaillance et a fini par tomber dans la rivière. Yuki, à un moment donné, a accepté son destin et a sombré avec l'appareil. Pendant ce temps, Keita a été forcé par Daichi de faire face à l'un de ses clones et il a été confronté à une décision: accepter sa fin ou devenir un cas spécial en tuant son incarnation principale sur place. Malgré la pression, Keita refuse, car il ne veut pas survivre au prix de la vie des autres. Il décida donc de faire à nouveau confiance à Akuro, qui, à son tour, décida d'ajuster ses sentiments et d'accepter pleinement le pouvoir de Keita. La fusion achevée, l'adversaire était la Shinra. Yakumo voulut même entrer dans le combat, mais il était encore faible, et Akuro le rassura en lui disant qu'il ne perdrait pas. Elle passa à l'attaque et réussit à repousser Shinra. Ce dernier se rendit compte qu'ils canalisaient tous les deux de l'énergie à des endroits précis pour renforcer leurs coups. Akuro et Shinra continuèrent à échanger des coups, jusqu'à ce qu'elle trouve une ouverture pour utiliser son Exceed et fasse exploser Shinra. Il reconnut sa défaite, et ses adversaires étaient désormais Aiga et Daichi. Même épuisé, Keita voulait qu'Akuro maintienne la fusion pour continuer à se battre. Daichi pensait que Keita avait déjà tout perdu, et Akuro s'attaqua à Aiga, tandis que Keita essaya de s'approcher furtivement de Daichi. Mais ce dernier était déjà préparé, et utilisa un bouclier pour se protéger. Aiga activa son Exceed et invoqua une épée de lumière pour attaquer Akuro, qui parvint à se défendre, mais fut mis sous pression jusqu'à ce qu'il soit presque acculé. Elle réussit tout de même à esquiver à la dernière seconde, mais Aiga a promis qu'il ne manquerait pas son coup à nouveau. Daichi pensait que Keita avait enfin compris la différence entre eux, mais malgré cela, Keita laissa Akuro utiliser son Exceed pour contre-attaquer, et Aiga fit de même. Les deux puissances s'entrechoquèrent, mais Akuro lança un autre Exceed qui prit Aiga par surprise. L'attaque finit par le repousser en arrière, mais ne lui causa aucun dommage sérieux. C'est alors qu'Akuro réalisa que l'incarnation principale de Keita drainait lentement son énergie. Bien que Daichi ait triché en amenant son clone principal à cet endroit, c'était sa façon de forcer Keita à faire un choix, tuer sa vraie forme ou être tué par elle. En voyant Akuro se faire battre sans relâche, Keita avait encore plus de mal à décider quoi faire. Sauf qu'à ce stade, il n'avait plus d'énergie. Même épuisé, Keita espérait encore voir Akuro sur pied, prêt à se battre à nouveau. Mais sans le pouvoir d'Exceed de Keita, Daichi blâma Akuro, disant qu'elle était responsable de son état. Keita commençait à s'évanouir d'épuisement, mais il voulait qu'elle reste forte dans la bataille. C'est alors que deux marques apparurent sur les mains d'Akuro et de Keita, et que leur énergie revint peu à peu. Pendant ce temps, Daichi était abasourdi sans rien comprendre, car apparemment la connexion entre les cœurs des deux avait finalement été complétée, permettant à Akuro de partager son énergie avec Keita, créant ainsi une nouvelle forme de flux d'énergie. Akuro s'avança alors contre les soldats de Daichi, et l'essence véritable de Keita parvint à s'échapper, tandis qu'Aiga fut forcé de continuer à combattre le groupe. Akuro activa une version plus puissante d'Exceed et annula complètement l'Exceed de Aiga, qui tomba raide mort. Keita pensait que la victoire était certaine et que les idéaux de Daichi avaient été vaincus pour de bon. Ben Hart, qui avait battu son adversaire, revint rejoindre le groupe d'Akuro. Lorsqu'il apprend la défaite d'Aiga, il pense que tout est réglé, mais la nouvelle tombe. L'hélicoptère de Yuki s'est écrasé dans la rivière et elle est présumée morte, tandis qu'Akane est portée disparue. À ce moment-là, plusieurs personnes ont commencé à se sentir mal dans la rue et se sont évanouies, mais Akuro et Keita n'ont rien senti. Akuro réalisa que la Terre Sainte où elle vivait était apparue au milieu de la ville d'une manière très mystérieuse. C'était bien sûr le résultat du retour d'Enshin. Ben Hart, quant à lui, remarqua que ses alliés et protecteurs n'étaient pas affectés par la situation, mais ils se rendirent compte qu'une gigantesque quantité d'énergie était attirée par la Terre Sainte, située au-dessus de la ville. Ben Hart et ses compagnons ont donc décidé d'aller enquêter là-haut. Akuro et Yakumo voulant également retourner dans leur pays, Akuro proposa à Keita de continuer à chercher Akane, mais il préféra l'accompagner et affronter à nouveau le destin, tout cela pour soutenir sa partenaire, qui était unique pour lui. Le groupe entre en Terre Sainte avec l'objectif clair d'atteindre le sommet de la montagne, mais ce retour rappelle à Akuro des événements passés impliquant sa mère. Ils ont commencé à grimper ensemble, à la tombée de la nuit, et Riona est allée chercher quelque chose à manger à l'aube et a fini par effrayer Akuro, qui pensait qu'elle était poursuivie. Tout en accompagnant Akuro, Keita s'inquiète toujours pour sa sœur Akane. Le lendemain, alors qu'il grimpe, il rencontre une jeune fille appelée Nan. Elle explique qu'elle est venue là pour documenter les événements et elle dit qu'elle aurait aimé arriver plus tôt s'il n'y avait pas eu des circonstances imprévues. Nan a révélé qu'il y a peu de temps, toutes les pierres sacrées de la planète avaient été détruites, ce qui avait provoqué une accumulation rapide d'énergie à cet endroit.
La dernière pierre sacrée restante se trouvait là, avec une force suffisante pour anéantir le monde entier. Il y a longtemps, les dieux vivaient côte à côte avec les humains et les protecteurs, mais au fil du temps, ces dieux ont commencé à vouloir exterminer l'humanité. Les humains et les protecteurs se sont alors unis par contrat pour les affronter, et les dieux ont fini par être scellés dans les pierres sacrées, dont la plus puissante est la pierre suprême au sommet d'une montagne. Avant d'être scellés, les dieux ont jeté une malédiction sur les humains, ce qui a donné naissance au destin des doppelgangers que nous voyons aujourd'hui. Celui qui parviendrait à exploiter le pouvoir de la pierre ultime à ce moment-là aurait assez de force pour détruire le monde entier. Peu de temps après, Araji est apparu. Il faisait partie du même clan que Mikami et était également à la recherche de la pierre ultime, mais il fit remarquer qu'il y avait plusieurs autres personnes ayant le même objectif. Pendant ce temps, le groupe de Benrachi tomba sur Henshin et tout le monde devint vigilant, car il était responsable de la chute de Steiner. Araji se prépara alors à affronter Kuro, mais son allié utilisa un pouvoir de gravité pour les plaquer tous les deux au sol. Comme Araji avait l'habitude de se battre dans cet environnement, il put se déplacer librement. Nan pensait que l'issue du combat était déjà claire, alors Yakumo voulut l'aider, mais elle ne le laissa pas s'impliquer dans la bataille. Lorsque Kuro tenta de se relever, Araji lui donna un coup de poing, mais elle réussit à l'esquiver, et sa puissance était brutale, car dans cette zone, avec une forte gravité, les attaques vers le bas avaient une force double. Araji attaqua à nouveau, droit sur elle, et Keita se précipita sur lui même si le coup fut bloqué. Keita donna également un coup de pied à Kuro, la faisant s'envoler et attaquer, et Araji fut repoussé, reconnaissant que les deux coups avaient été vraiment impressionnants. Il activa alors son Exide, transformant son bras en une forme démoniaque afin de pouvoir attaquer. Kuro réussit heureusement à esquiver un coup extrêmement puissant, et Keita fonça droit sur le partenaire d'Aragi, détruisant complètement le champ de gravité. Sans que cette puissance ne le gêne, Kuro put lancer son attaque Exide à pleine puissance, frappant Aragi de plein fouet. Ce dernier, vaincu, pensait que Kuro s'allierait à Henshin pour prendre le contrôle total de la pierre ultime. Kuro fut ébranlé en réalisant que son frère était bel et bien de retour. Et dès son arrivée, elle avait déjà senti la présence de Henshin, et maintenant elle n'avait plus aucun doute. Le Henshin ayant déjà terrassé tous les alliés de Benrachi, ce dernier décida d'agir d'un seul coup, chargeant à toute vitesse, tentant de soulever le Henshin et de l'attaquer par un enchaînement de coups rapides. Mais au final, sa force ne suffit pas, et il finit par être touché par plusieurs coups de paume du Henshin. Même s'il tentait d'esquiver avec agilité, le Henshin enchaînait les attaques, rendant toute tentative d'esquive très difficile. Kuro sut alors avec certitude que son frère était bel et bien de retour. Yakumo savait que le Henshin se rapprochait de la pierre suprême, et Keita se demandait s'ils avaient ce qu'il fallait pour le battre pour de bon. Pendant ce temps, Mikami retrouva Excel et ils renouvelèrent ensemble leur contrat pour poursuivre la mission et en finir avec Henshin. Ils arrivèrent en Terre Sainte pour entamer cette dernière étape, et pendant ce temps, Kuro était distraite, prise dans ses pensées. Elle allait si vite que Keita a dû lui demander de ralentir un peu et d'attendre Yakumo. Nan pensait seulement que Yakumo était dans le chemin, mais Riona commenta que Nan n'aidait pas du tout non plus. Elle se contentait de regarder de loin. Sorti de nulle part, le groupe entendit une voix venant du nord, et Kuro réalisa que l'énergie provenait d'un gardien. Keita voulait donc éviter la confrontation, mais c'était le seul chemin disponible. Ils finirent par marcher un peu plus loin, jusqu'à ce que Kuro soit sûr qu'il y avait quelqu'un. Yakumo et Riona s'arrêtèrent pour se reposer, et Riona avait apporté de la nourriture à Yakumo. Et lorsque Nan en demanda un morceau, Riona refusa, puisqu'elle ne faisait rien pour aider. Malgré cela, Nan a fini par prendre la nourriture elle-même, et lorsque Yakumo ne regardait pas, Riona s'est empressée de la traiter de voleuse. Dégoûtée de voir que sa mission n'était pas respectée, Nan s'est mise en colère et a giflé Yakumo lui-même. Au même moment, le groupe de Kuro entra en territoire ennemi, un endroit où l'adversaire pouvait manipuler les arbres. Nan a également restauré le flux d'énergie de Yakumo afin qu'il puisse se rétablir rapidement, ce qui lui a permis de manger le pain normalement. Excel et Mikami se rendirent compte de l'évolution de l'équipe de Kuro, mais Excel ne comptait pas intervenir, sa priorité étant de rejoindre Henshin au plus vite. Pendant ce temps, Kuro finit par être capturé, et Keita dut essayer de frapper les fils qui apprenaient de ses tirs, mais peu de temps après, il fut lui aussi capturé. À la surprise générale, le chiot de Kuro a compris où se cachèrent les ennemis et a aboyé pour alerter son maître. Keita continua à tirer, libérant la voie pour que Kuro puisse s'échapper. Elle trouva rapidement l'ennemi et était prête à l'attaquer, quand, de nulle part, toute la Terre Sainte se mit à trembler avec force, perturbant sa concentration et lui permettant d'être capturé à nouveau.
Mais à présent, il était clair pour tout le monde que le Henshin était presque arrivé à la pierre suprême. Alors que Kuro était sur le point d'être frappé par son adversaire, son pouvoir explosa soudainement, libérant Keita. Le Henshin réalisa immédiatement l'énergie et se tourna pour regarder. Mikami et Lexel se rapprochaient de l'endroit où se trouvait Henshin, tandis que Keita courait pour rejoindre Kuro. Il la trouva dans un énorme cratère, sans aucun souvenir de ce qui venait de se passer. Pensant que l'ennemi avait battu en retraite, elle éloigna Keita, ignorant que son adversaire était en état de choc après avoir vu le vieil homme mourir en morceaux à cause de ce qui s'était passé. Mikami et Excel affrontèrent finalement Genshin, et ce dernier savait qu'Excel était là pour se venger de son ancien partenaire. Mais il se demandait encore si Mikami était assez courageux pour se battre jusqu'au bout. Mais elle était déterminée à se battre jusqu'à la mort pour Excel, car elles savaient toutes les deux ce que c'était que de perdre un proche, et même si elles n'étaient ensemble que depuis peu de temps, Mikami sentait qu'elle comprenait vraiment Excel, et elle voulait vraiment se battre pour elle. Mikami avança dans le combat, et Henshin se rendit vite compte qu'Excel pouvait contrôler son bouclier à distance pour se protéger. Après un certain temps de combat, Mikami se retira derrière le bouclier d'Excel. Henshin pensait que le bouclier allait bientôt céder, mais à sa grande surprise, Excel forma une barrière autour d'Henshin lui-même. Comme sa capacité pouvait absorber tous les dégâts autour d'elle et les renvoyer, Henshin finit par être touché et devint vulnérable, étant immobilisé par Mikami. Elle lui a même donné un coup de poing au visage, mais il a continué à dire qu'elle était trop gentille et a commencé à contre-attaquer. Pendant ce temps, Nan trouve le chiot de Kuro et se demande si ses soupçons sont fondés ou non. Pendant ce temps, Mikami avait été complètement vaincu. Kuro et Keita arrivèrent juste à temps pour entendre Excel avertir que Henshin avait maintenant aussi un entrepreneur. Plus tard, Keita retrouva Akane, sa sœur, et fut soulagé de voir qu'elle était saine et sauve. Il découvre alors qu'Akane est la personne qui a signé le contrat avec Henshin. Keita a essayé de lui demander pourquoi, mais elle n'a pas voulu répondre. Kuro décida alors de confronter Henshin et lui demanda s'il avait vraiment anéanti toute la tribu juste pour obtenir le pouvoir de la pierre ultime. Il répondit par l'affirmative, sans la moindre hésitation. Et Kuro et Keita décidèrent alors qu'ils devaient le vaincre de toute façon. Kuro s'élança, mais Henshin esquiva et la frappa d'un crochet. Voulant l'achever sur le champ, il fut surpris de voir qu'elle se relevait. Et Henshin réalisa qu'à ce moment, Kuro et Keita avaient partagé leur énergie vitale, les rendant beaucoup plus forts. Keita était déterminé, il allait détruire Henshin et la pierre suprême elle-même pour mettre fin à cette malédiction une fois pour toutes. Le Henshin se rendit vite compte que son pouvoir augmentait rapidement. Lorsque Kuro s'avança pour attaquer, le Henshin le repoussa. Mais malgré cela, Kuro continuait d'absorber de l'énergie et parvint à s'approcher suffisamment pour lancer un coup à bout portant. Le Henshin fut frappé de plein fouet et projeté sur une bonne distance. Et même s'il était blessé, il se releva et lança une attaque à distance sur Kuro. Celle-ci esquiva en sautant, tandis que Keita se protégeait avec des tirs de loin, forçant le Henshin à se défendre. Sur ce, Kuro réussit à donner un coup direct de toutes ses forces. Natus est fort, projetant Henshin au loin. Il était gravement blessé, et Kuro pensait que le moment était venu de vaincre son frère une fois pour toutes. Mais alors qu'elle s'apprêtait à porter un autre coup puissant, Henshin parvint à le bloquer d'une manière tout à fait inattendue. Il avait reçu plus d'énergie de la part d'Akane, ce qui laissa Keita dans l'incompréhension de ce qui lui arrivait. Avec l'avantage, Henshin s'attaqua à Kuro, prenant le contrôle du combat. Ils synchronisèrent tous deux leurs mouvements pour lancer des techniques en même temps. Mais Henshin finit par prendre le dessus et frappa Kuro d'un coup de poing bien ajusté. Yakumo réalisa que Kuro avait trouvé Henshin et que lui aussi était connecté à quelqu'un, se sentant impuissant. Yakumo se reprochait de ne pas avoir pu protéger Kuro, tandis que ce dernier se relevait péniblement. Le Henshin n'abandonnait pas et continuait à lui lancer des attaques à distance. Elle parvint à en esquiver la plupart, mais lorsqu'il lança le dernier coup de pied, Keita dut intervenir pour soutenir Kuro. C'est alors qu'Akane apparut, leur demandant à tous les deux de reculer et de ne plus intervenir. Elle n'était pas manipulée par Henshin, c'était vraiment sa propre décision. Henshin explique alors qu'Akane a assez d'énergie pour changer le cours du monde, et c'est à ce moment-là que Kuro réalise que Henshin manipule Yuki depuis le début, juste pour qu'Akane se réveille complètement et cède à son plan. Kuro pensait que le seul moyen de faire revenir Akane sur ses actes et de la ramener auprès de Keita était de vaincre Henshin, et elle attaqua donc de toutes ses forces. Keita sentit que Kuro dégageait une énergie similaire à celle qu'il avait ressentie auparavant, ce qui le rendit très silencieux. Kuro s'élança vers l'avant en utilisant Exceed, même si Henshin parvint à esquiver.
Il se rendit compte que sa puissance augmentait de façon étrange. Il se rendit compte de la situation et décida de tout mettre en œuvre pour créer une compétence puissante. Lorsque Kuro s'approcha, Henshin resta immobile. Il leva la main au moment précis, bloqua le coup et la repoussa avec force. Il activa ensuite son Exceed et lança une pluie d'attaques sur elle, qui se termina par le coup du dessus. À ce moment, Keita commença à s'évanouir. Le Henshin savait que les deux étaient liés, et que si l'un mourait, l'autre ne survivrait pas. Yakumo se précipita dans le bâtiment, et le chien de Kuro s'échappa des mains de Nan, se précipitant sur son maître. Henshin et Akane sont passés par la zone où se trouvaient Excel et Mikami, ce qui leur a permis de réaliser que Kuro et Keita avaient également été vaincus. Peu après, Henshin trouva Nan et voulut savoir quels étaient ses véritables projets avec la pierre. Nan lui a répondu qu'elle voulait juste qu'il se concentre sur son travail d'enregistrement. Henshin s'est alors approché de la pierre et a activé son pouvoir unifié pour la toucher. Immédiatement après, il a détruit la pierre, ramenant le Dark God dans le monde. Cependant, au lieu de laisser les esprits maléfiques se répandre, Henshin et Nan ont essayé de les arrêter. Yakumo trouva Excel et lui demanda d'aller voir Kuro et Keita. À leur arrivée, ils les trouvèrent tous deux inconscients, les esprits s'étant répandus. Yakumo s'est également joint au combat, et Nan est arrivé pour aider et a averti que les esprits s'en prenaient à Keita. Il était donc urgent de le sortir de là. Elle emmena Kuro et Keita dans une grotte et commença à utiliser la magie pour essayer de réveiller Keita. Elle a également utilisé la magie sur Kuro, mais cela n'a pas fonctionné. C'est alors qu'elle révéla à Keita la vérité sur Henshin. Depuis le début, il voulait détruire la pierre ultime pour libérer la véritable forme du Dark God et ensuite le détruire. Tout a commencé lorsque Kuro a commencé à réagir à la pierre. Sa mère a dû effectuer un rituel de vision prophétique, mais on lui a assuré qu'il ne se passerait rien de grave. Malgré cela, Henshin alla interroger sa mère, et elle lui révéla qu'elle avait rêvé d'un avenir où quelqu'un affronterait le dieu des ténèbres. Ce rêve a aidé Henshin à trouver quelqu'un ayant la puissance nécessaire pour être son partenaire de contrat, et cette personne était Kane. Pendant ce temps, Kuro portait une malédiction et les anciens ne voulaient pas la laisser vivre, de peur qu'elle ne ramène le Dark God. Mais elle ne pouvait plus suivre les conseils des anciens, et demanda à Henshin de tout reprendre en main. Henshin essaya de les en empêcher, mais il pensait que même avec la prophétie de la reine, il n'y avait aucune garantie de victoire. Henshin fut indigné lorsque les anciens exécutèrent froidement ceux qui avaient tenté de libérer les princesses sans autre solution. Il finit par détruire toute sa tribu. Yakumo en a vu une partie, mais n'a pas compris le contexte, ce qui a conduit à un grand malentendu avec Kuro. Henshin a même tué sa propre mère pour briser le sceau sacré, et petit à petit, il a créé la pierre suprême telle qu'elle existe aujourd'hui. Il a passé sa vie à tout planifier pour pouvoir éliminer toutes les pierres du monde et libérer le Dark God avant qu'il ne s'éveille complètement. Maintenant, Nami pariait sur le fait que Kuro serait ou non le catalyseur de la destruction du monde. Yakumo, avec toute la puissance qu'il avait héritée de Rayona, parvint à contenir temporairement les esprits maléfiques qui s'enfuyaient, tandis que Henshin lança une attaque massive sur la créature qui tentait de s'échapper de la sphère d'ombre. Les esprits furent éliminés, mais soudain Kuro eut une réaction intense, une énergie colossale fut libérée, et elle reprit conscience. Henshin réalisa que les deux êtres qu'il avait vus plus tôt étaient bel et bien apparus, et qu'il s'agissait en fait de deux formes différentes de Kuro. Elle était en fait la manifestation du dieu des ténèbres. Apparemment, sa forme originale ne s'était pas complètement éveillée, et sa survie dépendait maintenant de sa capacité à vaincre ces deux versions. Celles-ci commencèrent à attaquer Henshin, et la forme rouge invoqua le brasier de flamme pour brûler Henshin. Même Yakumo et Ryona, qui étaient loin, finirent par être affectés par la technique. Kuro décida qu'il était temps d'en finir avec le dernier ennemi, et voyant que le Henshin était toujours debout, la forme rouge attaqua à nouveau. Et bientôt, la forme bleue apparut avec une attaque glaciale qui gelait tout ce qui se trouvait devant elle, créant un intense blizzard. La glace continuait de s'élever, bloquant le chemin de Kuro et Keita. Mikami et Excel furent également projetés par les piliers de glace. Kuro rencontra à nouveau Henshin, qui voulait qu'elle s'éloigne de cet endroit. Henshin activa son Exceed et lança une offensive contre ces deux formes. Même en frappant les deux formes avec cette technique, ce n'était pas suffisant, et elles réagirent toutes les deux en même temps, lançant des attaques avec des éléments différents. Kuro dut reculer pour projeter sa sœur, Kaneda Lee, et la mettre à l'abri. Tout l'environnement se figea peu à peu, jusqu'à être complètement détruit. Le Henshin resta tout le temps sur la défensive,
résistant aux attaques dans les deux sens, et crut que ce n'étaient que des manifestations qu'il avait lui-même réveillées au bon moment. Ce n'étaient pas de vrais dieux. Il continua à frapper les deux créatures, mais elles revenaient à chaque fois, prêtes à contre-attaquer. Essayant de renverser la situation, il repoussa les deux formes et appela Akane pour qu'elle active le pouvoir du bracelet. C'est alors que Nam comprit que le bracelet servait à transférer toute l'énergie de l'utilisateur à son partenaire en une seule fois. Tout indiquait que Henshin misait tout sur un coup final pour en finir avec les deux formes. Son exide fit mouche, provoquant une gigantesque explosion. Les formes furent complètement désintégrées, mais elles recommencèrent à se reconstruire, régénérant leur corps. Henshin se prépara à lancer une nouvelle attaque finale, mais il fut frappé par la foudre. C'était Kuro, qui s'était complètement réveillé. Elle s'avança sur lui et le força à reculer, et peu après, les deux formes finirent de se régénérer et s'unirent pour attaquer Henshin. Il finit par être maîtrisé par les trois et fut projeté au loin. Lorsque les trois commencèrent à s'unir, Nam se crispa, craignant que Kuro ne disparaisse complètement après cela. Yakumo et Mikami durent courir pour arrêter le processus de fusion, tandis que Keita tentait désespérément de rejoindre Kuro. Le groupe de Yakumo fut gravement blessé et tomba, mais les mots de Keita parvinrent à atteindre Kuro, provoquant l'arrêt de l'unification. Les deux formes se retournèrent et décidèrent d'en finir avec Kuro pour de bon. Mais Keita était déjà entré dans son esprit, essayant de la ramener. Il voulait qu'elle reste la même Kuro que d'habitude, alors elle s'unit à Keita et finit par se réveiller en tant que Dark God, absorbant toute sa puissance et s'acharnant sur les deux autres formes. Kuro utilisa un Exide pour abattre l'une d'entre elles, puis envoya un autre Exide encore plus puissant, faisant exploser la seconde. Mais les deux créatures continuaient de revenir, et maintenant que Keita était pleinement concentré, il finit par être la cible directe des deux créatures qui utilisèrent diverses techniques contre lui, le forçant à se séparer de Nam et d'Akane. Seul, Keita n'avait nulle part où fuir, et c'est alors qu'Henshin réapparut et se plaça devant lui pour le protéger. Pendant ce temps, Kuro tentait de repousser les deux formes, et Henshin lançait une nouvelle attaque pour tenter de les détruire. Même si cela ne les a pas complètement éliminés, il a gagné du temps. Après cela, le Henshin s'est retrouvé à court d'énergie et est mort pour de bon. Alors que tout le monde pensait avoir enfin gagné, les deux formes fusionnèrent en une nouvelle créature. Kuro s'élança pour déclencher un Exide, mais il fut bloqué par le Dark God, qui lança un coup si puissant qu'il fendit le sol en trois. Nam tenta même de l'arrêter, mais la montagne entière céda et commença à s'effondrer. Et même si elle tombait en même temps que son ennemi, Kuro tenta toujours de se battre. Mais elle fut la première à toucher le sol, et avant qu'elle ne puisse réagir, elle reçut 3 coups directs du Dark God. Mais ce n'était pas plus mal, car Keita apparut rapidement et arrêta la 4e attaque. Kuro en profita pour courir et contre-attaquer, mais finit par être renversé et capturé par l'ennemi. Le Dark God commença à absorber son pouvoir pour tenter de retrouver sa forme originelle, et Keita commença lui aussi à sentir son énergie s'épuiser. Soudain, Akane a une idée. Nam se précipite et coupe le bras qui aspire l'énergie, tandis qu'Akane et Keita rassemblent les trésors qu'ils transportent pour transférer l'énergie à Kuro. Ayant retrouvé toute sa puissance, Kuro se jeta sur le Dark God, l'attaquant sans relâche. Elle accéléra tout et envoya un coup décisif, détruisant complètement le Dark God, ou du moins cette forme de lui. Finalement, Kuro rendit l'énergie absorbée au monde, et tout le monde crut que le danger était passé. Lorsque tout le monde se réveilla, ils pensèrent que tout cela avait été causé par un phénomène naturel et ne pensèrent même pas à enquêter. La vie continua comme si de rien n'était, sans que personne ne connaisse l'existence des véritables protecteurs de la Terre. Quelque temps plus tard, Keita se réveilla à la maison et vit Kuro en train de tripoter le réfrigérateur. Son grand-père et la fille aux cheveux rouges étaient prêts à retourner à Okinawa. Akane continua à aller chez Keita tous les matins pour lui faire la cuisine. Il se demandait même combien de temps Nam y travaillerait seul, tandis que Yakumo, pour ne pas être un fainéant, décidait lui aussi de chercher du travail. Tout le monde se prépare à emmener grand-père à l'aéroport, et c'est alors que Riona arrive. Elle est venue avec un gâteau, mais Nam, malin comme il est, a tout pris et s'est enfui rapidement. Kuro pensait partir, mais Keita lui a dit qu'elle pouvait rester. Axel et Mikami ayant décidé de rentrer en Europe, Keita et Kuro rentrèrent d'abord chez eux cet après-midi-là, car sa sœur Akane devait chercher un nouveau travail. Mais en chemin, Keita entendit parler d'une voisine qui avait trouvé son propre sosie. Cela lui semblait familier, alors il est parti en courant pour essayer de sauver la fille d'à côté. À son retour, ils se rendent compte que la malédiction n'a pas complètement disparu.
Kuro devait mourir pour que la malédiction s'arrête définitivement, mais si elle mourait, Keita mourrait aussi. C'est alors que Kuro appela Keita pour manger les nouilles. Ils retournèrent à l'endroit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Ils mangèrent, parlèrent de la vie, et Kuro remarqua de façon énigmatique qu'elle voulait défier le destin avec Keita une fois de plus. Keita comprit, et le lendemain matin, lorsque Yakumo quitta la maison, Kuro prépara son dernier repas avant de partir pour de bon. Keita alla la voir pour lui dire au revoir, croyant qu'un jour elle reviendrait, et cet après-midi-là, Keita pleura parce qu'il ne voulait pas la laisser partir. Mais il réalisa qu'à cause de leur contrat, Kuro serait toujours là avec lui, et cela le soulagea un peu. Nam est également parti peu après avoir accompli sa mission, et Yakumo a dit au revoir à Ryona, qui a choisi de suivre sa propre voie. Selon le récit de Nam, la seule façon pour Kuro d'éviter la malédiction était d'accepter ce destin et de retourner au lieu saint, en y vivant pour en contenir les effets à l'extérieur du sanctuaire. Keita et Akane se rendent une dernière fois sur le pont inachevé pour admirer le coucher du soleil avant de rentrer chez eux. Et c'est ainsi que se termine notre animé. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est un animé qui commence un peu lentement, mais vers la fin, il s'accélère et se termine sur une note douce amère. Mais j'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un like et un commentaire ci-dessous, Excel et PowerPoint, pour que je sache que vous l'avez regardé jusqu'à la fin. Et c'est tout. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse.